Salut tout le monde, Jean-François Leclerc de l'équipe Ski-Doo Insolène en compagnie de Hugo Lorquet. Hugo. Aujourd'hui, écoute, je suis vraiment très, très heureux parce qu'on a deux invités très spéciaux, deux légendes de la motoneige. J'aimerais ça que tu nous les introduises. Écoute, c'est drôle parce que on était un petit peu mêlés tantôt. On a Pierre et Pierre. Donc, on se demandait comment qu'on allait faciliter ça. Donc, Pierre Riendeau et Pierre Généreux. Je vais vous laisser vous présenter là, chacun. Peut-être Pierre Riendeau pour commencer. Bonjour, mon nom c'est Pierre Riendeau. Normalement, je suis comme Roger Broulotte. Je dis tout le temps, mon soir, elle est partie. Mais aujourd'hui, je vais dire, chaque grand moment débute par une belle rencontre. Fait que je suis très content d'être avec vous ce matin. Ah, merci. Excellent. Pierre Généreux. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Pierre Généreux. Je suis concessionnaire Ski-Doo depuis 1988. Alors, j'ai connu toutes sortes d'années, autant des bonnes que des moins bonnes. Et puis, je suis encore dans le sport encore aujourd'hui. Excellent. Puis, bienvenue, messieurs, à notre podcast. Comme vous savez, notre podcast, c'est un podcast avec Hugo, c'est un podcast antique. Puis, moi puis Hugo, en tout cas, on est des gens qui sont très, très amoureux et nostalgiques du passé. Tu sais, la motoneige Ski-Doo, tout ça, quand on était jeunes, dans notre adolescence, début de notre âge adulte. Tu sais, on a passé beaucoup de temps dans les concessionnaires, puis vous faites partie de cette histoire-là. On tripe sur la motoneige, mais on veut vraiment aujourd'hui, avec vous autres, recréer la nostalgie de ces années-là. Des années qui ont été marquantes justement pour le développement de notre passion. Puis vous autres, vous l'avez vécu. Nous, on l'a vécu comme client, on l'a vécu comme passionné. Vous l'avez vécu comme concessionnaire. Fait que c'est vraiment de recréer cette nostalgie-là. Là, j'aimerais ça savoir comment a débuté votre passion pour la motoneige Ski-Doo. Comment vous êtes devenu concessionnaire, tout ça. Peut-être que je commençais avec Pierre Généreux. Pas de problème. Premièrement, dans ma famille, j'avais 4 ans, 5 ans. Mon père avait des motoneiges, mes oncles, mes cousins, tout le monde avait des motoneiges. Donc, la motoneige, à l'époque, si tu n'avais pas de motoneige, tu étais comme pas normal quand tu restais en campagne. Fait que ça a débuté comme ça. Le souvenir le plus spécial que je me rappellerai toujours, c'est que je demeurais dans le village. La rue, c'est une rue en pleine ligne droite qui a à peu près, je dirais, 3/4 de kilomètre. Puis tous les soirs, dans le temps, on s'entend que dans ce temps-là, les chemins étaient déneigés, mais il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de calcium. Donc, l'hiver, les rues, c'était des sentiers de motoneige, on pourrait dire, illégales. Fait que tous les soirs, les gens du coin partant en motoneige, le gaz au fond, mais tu sais, c'était des 399, des 340. Fait que t'entendais de loin arriver les motoneiges qui faisaient des courses dans la rue. Fait que j'étais haut comme 3 pommes. Là, je partais en courant, j'attendais venir. Je montais sur la plainte électrique parce que j'étais trop petit pour regarder les motoneiges passer dans la rue chez nous. Fait que je peux dire, c'est là que ça a vraiment commencé. Puis après ça, ben là, il y a eu de l'implication au niveau des clubs locaux, etc. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça, là, ma passion, ça motoneige. Excellent. Pierre Riendeau? Ouais, moi, ça a commencé, j'avais 10 ans. Mon père, la première motoneige qu'il a acheté, c'était un Snow Cruiser. Puis à l'époque, mais les Snow Cruiser, c'était des 2 cylindres en V, puis c'était pesant. Puis si j'avais pas un ami qui roulait en avant avec un BRP, je restais tout le temps pris parce qu'il fallait que je reste dans son sentier. Puis nous, c'est contrairement à Pierre, on n'était pas dans la rue, on allait à la patinoire. À la patinoire, il y avait une grande place, puis c'était à tous les soirs, c'était les compétitions, tout le monde s'asseyait, que ce soit les Polaris, que ce soit les John Deere, nomme-les, là, il y en avait, c'est incroyable. Puis c'était le fun, c'était agréable, puis comme Pierre disait, à chaque place dans la campagne, moi je demeurais à Varennes à l'époque, sur la rive sud de Montréal, les cultivateurs, les maisons, c'était tout entre 5, 6, 7 motoneiges qui étaient à la porte. Puis tu voyais les gens, ils sortaient ça de hangars, puis on s'en va à patinoire, puis c'était la grosse fête, c'est la grosse rencontre qui se faisait à chaque soir. Puis c'était tout le temps fait en bon uniforme. Tu sais, il n'y avait pas de boisson, il n'y avait pas rien. Non. C'était assez sécuritaire, c'était à la limite, là, mais quand même. Puis les gens, ils participaient. Tu sais, même le curé venait, puis il donnait le départ, puis c'était assez particulier. Une chose qu'on verrait peut-être plus aujourd'hui, Ouais. là, mais qu'à l'époque, c'était Le départ de la course. quand même assez formidable, ce côté-là. Son part du départ des courses dans les rues, là. Oui, exact. Hey, Pierre Riendeau, tu me parlais tantôt qu'un de tes premiers petits travaux que tu as fait, c'était de recenser les nombres, les marques de motoneige là, dans un événement. Peux-tu me parler de ça? J'ai trouvé ça quand même assez drôle.
Ouais, ça, c'était à l'époque, ça, quand mon père, on a commencé, nous, en 77. Puis à l'époque, j'étais à l'école, puis le jeudi soir, vendredi soir, puis le samedi, mais j'avais pas le choix, fallait que je travaille au commerce. Puis là, j'ai dit, Père, j'ai dit, là, j'ai pas le choix, j'ai un examen à faire à l'école, puis il faut que j'y aille faire un genre, comme un genre de reportage ou un petit montage pour mon cahier, tu sais, d'école. Fait que il dit, OK, je te donne 5 $. Fait qu'il m'avait donné 5 $, j'avais pris l'autobus. Je suis allé Ça, jusqu'au c'est métro l'équivalent de Longueuil. 1000 $ aujourd'hui, hein. Exactement, ou semblable à ça. Puis là, j'ai pris le métro, me suis rendu à la place Bonaventure. Puis à la place Bonaventure, j'avais passé la journée là, puis j'avais mon petit cahier, mon petit carton, puis là, j'avais compté 107 marques différentes. Pas 107 modèles, 107 marques différentes. John Deere, nommez-les, là. Même Harley-Davidson, c'était incroyable. Puis aujourd'hui, mais regarde, on voit, il en reste à peine, on peut dire 3,5, là, tu sais, ça a évolué, ça s'est épuré avec le temps, là. C'était une Puis belle époque. une des questions, peut-être aux deux Pierre, pourquoi Skidoo, il y avait tellement de marques? Qu'est-ce qui faisait que c'était quoi l'appel vers le jaune versus les 100, 200 autres marques? Qu'est-ce qui vous a fait un petit peu pencher vers la marque d'aujourd'hui, là? Ben, Pierre, vas-y en premier si tu veux. OK, moi, c'est surtout, mais avec, comme je te disais tantôt, avec le Snow Cruiser, que c'était pesant. Puis mon père, mais lui, était dans la construction. Puis après l'Expo 67, la construction, ça l'a complètement s'affaissé. Puis là, il dit, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'ai dit, Pep, comment ça qu'on ne vendrait pas des motoneiges? On fait de la motoneige, on fait du ski nautique, on aime beaucoup faire du bateau. Fait qu'il dit, il dit, OK. Le lendemain matin, il est parti. Il est monté à Valco. Moi, j'étais allé à l'école. Il m'a déposé à l'école. Puis, il a pas dit un mot. Il a monté. Il s'en allait à Valco. Puis là, il a rencontré Germain Bombardier. Puis, il dit, à l'époque, lui, mon père était dans la construction. Fait qu'il sort un petit papier quadrillé. Il dit, regarde, on va faire ça, telle dimension, telle dimension. Puis là, M. Bombardier, il le regarde. Il dit, ouais, t'as de l'air sérieux. Fait qu'il dit, OK, je te rappelle d'ici vendredi. Fait que le vendredi midi, on se reçoit un téléphone. Moi, j'étais allé dîner. Ma mère a dit, hey, c'est un monsieur Bombardier qui t'appelle, puis André. C'est mon père s'appelle André. Il dit, OK, ouais. Fait que là, il dit, OK, ils avaient la concession. Il dit, lundi, il y a quelqu'un qui va aller signer les papiers. Ça a commencé de même. Puis mon père a tout de suite commencé le garage. Il l'a bâti à l'intérieur d'un mois avec ses frères, ses sœurs, tout le kit. Ah ouais, tout le monde, on met la main à la pâte. Puis c'est de même que ça a commencé avec Skidoo. C'était pas Génial. compliqué. C'était pas compliqué, me semble, pour Pas compliqué. Non, parce qu'aujourd'hui, là, les papiers, puis les contrats, puis les conventions, puis ainsi de Ça suite, là, doit. Pierre, pour en parler longuement, là, c'est rendu assez évolué. Le côté administratif, puis le côté Effectivement. Fait que légal. ma compréhension, Pierre, c'est que toi, dans le fond, c'est ton père qui est parti de la concession Rien d'au Sport à Varennes Exact. dans les années. En quelle année exactement, t'as dit? En 1967, en septembre 67. Ouais. 67, fait que c'est vraiment au tout début. La première motoneige Skidoo, c'est en 59, fait que c'est vraiment dans les premières années. Pierre Généreux, toi, au niveau Géraud, je sais que c'était c'est Gaétan Roy qui avait parti de la concession avant Saint-Jean. Mais comment la concession a évolué vers toi là, dans le passé? Mettons, si on recule un peu dans le passé, justement, M. Roy, il y a eu la concession, justement, en 67 pour les modèles 68. C'était un commerce vraiment saisonnier. Il débarrait la porte, comme tu disais, à faire du travail. Puis fin mars, il rebarrait la clé dans la porte. Il n'y a aucun produit d'été à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 86-7? Il était fatigué, il était tanné. Il cherchait à vendre son commerce, mais juste le fond de commerce. Parce que à l'arrière du garage, c'est le lac vert, fait qu'il y avait des chalets. Fait qu'il ne faut pas opérer un commerce d'été quand tu loues des chalets pour les villégiateurs. Fait que donc, je me suis associé avec lui à ce moment-là. J'étais déjà impliqué dans le club de motoneige et tout ça. Puis, on a formé une compagnie qui s'appelle Motoneige Géraud. Puis, on a acheté le fonds de commerce. Puis, on a déménagé à l'endroit où on est là, qui a eu beaucoup, beaucoup de transformations parce qu'à l'époque, c'était un ancien Renault. Fait que depuis, mettons, la compagnie a été fondée je pense que c'était en mai 88. Fait que c'est un peu comme ça, elle a débuté. Puis, on a fait 5 ans ensemble. Par la suite, M. Roy lui a pris sa retraite. Excellent. Autre fait marquant, Pierre Riendeau, je sais que, dans ta jeunesse, tu as fait de la course. De la course de motoneige, de la course de moto. Peux-tu m'en parler un petit peu? C'était quoi tu étais impliqué chez le concessionnaire, chez ton concessionnaire, ton père, mais je veux dire, comment ça fonctionne au niveau de la course?
Ouais, au niveau des compétitions, mais bon, tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de compétitions. Je ne sais pas si Pierre se souvient sûrement. Il y avait Pigeon Marine, qui c'était un des gros concessionnaires. Oui. Puis à l'époque, M. Gérard Contant, mais il n'était pas tout à fait encore là. Puis pour se démarquer, parce que comme je te disais tantôt, il y avait 107. Moi, j'ai compté 107 fabricants. Je ne sais pas comment il y en avait. Peut-être qu'il y en avait peut-être plus aussi à l'époque. Ouais. Mais moi, j'avais compté 107 à la Place Bonaventure. Puis il dit, hey, pour se démarquer, il faudra faire de la compétition. Puis c'est le même qu'on a commencé. Moi, le premier véhicule que j'avais, c'était en 69, c'était un Blizzard 292. Puis fallait pas le dire, mais à l'époque, j'avais 16 ans, puis mon père marquait comme quoi j'avais 18 ans, là, avec M. Adélard Rattel, les compétitions qu'il faisait là, à l'époque. Puis j'étais assez grand physiquement, fait que ça apparaissait pas avec mon casque puis ma visière. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis dès le début, on a eu des bons résultats parce qu'on s'était associé avec un monsieur qui faisait marcher des motoneiges au méthanol. Puis à l'époque, mais ceux qui marchaient à l'essence, c'était beaucoup moins prime puis moins rapide. Puis nous, vu qu'on marchait au méthanol, on le disait pas. On était tout le temps en avant, pratiquement dans chaque compétition qu'on faisait. Jusqu'à temps qu'un jour, il y en a un qui dise, ben là, on va faire des règlements avec M. Adélard Rattel, qu'il faut marcher à l'essence avec tant de pourcentage, quoi que ce soit. Parce que mon oncle, c'était un monsieur assez technique, puis lui, il disait les règlements. Passait ses soirs au lieu d'écouter la télévision, quoi que ce soit. Lui, il prenait le livre, puis il regardait les règlements, mais regarde, si on peut faire ça, c'est pas écrit dans les règlements. Puis il jouait beaucoup avec ça. Puis moi, ben, à l'époque, j'étais juste conducteur parce que lui, il voulait pas conduire. Il disait, ah ouais, le jeune, toi, tu conduis, puis moi, je vais te monter en mécanique. Monter en motoneige. Fait que c'est le même que ça a commencé. Puis après ça, ben, BRP m'a approché. J'ai couru 2 ans pour la compagnie BRP. Puis, Excuse-moi, Pierre Riendeau, les courses à l'époque, c'était quoi? C'était de l'ovale? C'est des courses d'ovale? Oui, exactement. C'est des courses ovales. Puis Mettons, on parlait de combien de tours puis combien de personnes par vague que vous coursiez? Mettons, il y avait la classe 2, il appelait ça la classe A, c'était de 0 à 292 cc. Après ça, tu avais 292 à 340, 341 à 440, 441 à 650, puis 651 à 800. Il y avait 5 classes dans chaque catégorie. C'était combien de tours par course à l'époque? Tout dépendamment des circuits, la longueur, c'était environ entre 7 à 10 tours qu'on faisait. On partait sur la ligne de départ, ça devait être à peu près entre 12 et 15 concurrents à chaque part. Ouais. Puis là, c'était des qualifications, puis à la fin, tu avais la finale là, qui se faisait. C'est une belle époque avec Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve, Yvon Duhamel, tous ces gens-là, c'est toutes des personnes. Mais là, la question qu'Hugo se pose, c'est où la bébête à Gilles Villeneuve? Comment tu dis? Si? Et où la bébête à Gilles Villeneuve? Parce que ça a l'air qu'elle a été enterrée. Là, mais... Ouais, c'est ça. Non, malheureusement, moi aussi, j'ai posé la question à bien du monde, mais il n'y a personne qui... c'est ça. Ben Milo sur le dossier. Oui, exact. Il m'en a parlé. Je pense qu'il fouille dans le coin de Berthier, là, vraiment. C'est ça. Excellent. Fait que là, mais là, la question, c'est là, vous êtes, en tout cas, Pierre, t'es encore, Pierre Généreux, t'es concessionnaire skidoo à Saint-Jean-de-Mata. Oui. Pierre Riendeau, toi, t'as été retraité, mais t'es encore actif, là, avec le groupe Content. Mais la motoneige antique, ça représente quoi pour vous? C'est-tu des bons souvenirs? Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que nous autres par rapport à ça? Comment vous voyez aujourd'hui la motoneige antique? Tu y vas-tu, Pierre? Ou... Vas-y. Bon, la motoneige antique, j'apprécie encore ça, puis j'aime ça. Je vais pratiquement tous les ans ou presque au musée pas Gilles Villeneuve, mais à Valcourt. J'adore ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis même, je pense, Jean-François, on s'est vu 2-3 fois. Quand il y a une fête ou même les courses, je vais pratiquement chaque année à les courses à Valcourt encore. Puis j'adore ça. Sauf que moi, comme je t'expliquais tantôt, j'ai mon père, j'aurais aimé ça qu'on ait une grange parce qu'on restait en campagne pour pouvoir acheter des véhicules. Non, nous autres, c'est de vendre des unités, puis il faut t'en vendre, puis il faut pas qu'il nous en reste en stock, autant des neufs, autant des usagers. Fait que ça me... Puis quand on a fêté le 50e anniversaire, mais justement, j'avais été en chercher une chez M. Lheureux qu'on parlait tantôt. Puis j'ai dit, gars, je veux en avoir une pour avoir une 107 puis une 2017 pour fêter notre 50e anniversaire puis montrer la différence entre l'évolution qu'il y a eu de 107 à 2017.
Puis M. Lheureux, il dit, non, je te le vends pas. Je dis, hey, combien qu'elle vaut? Il dit 2000. Je t'offre 3000. Ah, il dit, OK, à 3000, je vais te la laisser, mais il dit, je te demande une condition. Si jamais tu la revends, tu me le dis, c'est moi qui la rejette. Je veux pas que tu la vendes à personne d'autre. Puis quand je suis venu pour la vendre, je l'ai appelé. Ah, il dit, non, je suis en train de faire mon ménage. Il dit, vends-les, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, je venais de vendre, puis content, mais il t'a pas intéressé à garder des motoneiges antiques, des choses comme ça. Là. Ah, mais je l'ai vu, je me rappelle, la motoneige elle avait été mise, je pense, Ouais, tu l'avais montée, exact. oui. Ouais, je me C'est rappelle. ça, au-dessus de mon bureau. Exact. Dans le fond, Pierre a un peu raison, c'est que dans le temps, on n'avait pas les sous, pas l'espace pour en avoir. Puis aujourd'hui, on sera peut-être plus possible d'en avoir, mais c'est de plus en plus difficile. Hein? Le prix que les véhicules antiques vaut aujourd'hui, ça vaut une fortune. Hein? Ouais, exact. Ouais. Tu sais, j'ai un client qui vient d'acheter un Bizarre 5005 79, il a payé 10 000 $. Oui, il est beau, mais c'est quand même beaucoup de sous. Hein? Non, c'est Mais beaucoup ça valait d'argent. combien neuf dans le temps, juste pour le fun? Moi, en 79, c'est pas concessionnaire, puis à Pierre Brundier, à peu près à 2000 Peut-être un environ. 2000, À 2005. peu près, je te dirais, en 2000, 2005. Ouais. C'est ça. Fait que là, on peut dire que c'est un investissement, là. Ouais, ouais, définitivement. Ben, ils ont C'est ça. monté, en fait, si on recule là, peut-être 5-6 ans en arrière, il y avait une certaine valeur, mais ça a explosé dans les 2 dernières années. C'est fou l'engouement de la motoneige antique. Là. Ouais. Oui. Mais dans le COVID aussi, il y a des gens qui cherchaient des projets, là, ça a beaucoup augmenté. Puis Hugo, des fois, on se posait la question, tu sais, des fois, à force de la faire de la TV ou des vidéos sur Internet avec les motoneiges antiques, est-ce qu'on a créé un engouement? Tu sais, on s'est posé la question. Mais c'est ça, ben, l'espace, comme vous mentionnez, tu sais, bon, l'histoire des granges, tout ça. En tout cas, mon principal problème dans le dossier de la motoneige antique, c'est l'espace. Parce qu'à un moment donné, plus t'en as, plus t'en veux. On dirait que je voudrais sauver toutes les motoneiges que je vois. À un moment donné, il faut se limiter. Là. Puis ça devient, à un moment donné, trop de machines, ça devient ingérable de dire tout le gaz qui vieillit, tout ça. Tu peux pas avoir 25 motoneiges qui fonctionnent en même temps. C'est peut-être d'avoir une ou deux que tu peux rouler, mais le reste, là, il faut qu'ils soient entreposés pour. Bien restauré. Exactement. Donc, moi, j'ai plusieurs questions, là, mais la première question, puis là, j'ai un pamphlet devant moi, là, puis là, je vous pose un Formula Plus X 93. Là, j'ai la fiche du concessionnaire, là. Okay. Là, je sais que dans le temps, il n'y avait pas de fièvre du printemps. Mettons, je voulais avoir ça, là. Tu sais, puis je me transpose à l'époque, tu n'avais pas d'Internet. Il fallait que tu attendes la Motoneige Québec ou que tu t'informes auprès d'un concessionnaire, c'est quoi les nouveautés, là. Puis ça, c'est des machines à édition limitée. Comment je faisais pour en avoir une? Pour en avoir une, ouais, c'est ça. Fallait que tu sois, comme on dit, bien connecté puis bien gentil avec le concessionnaire. OK. Parce que, comme on dit, si on avait le choix, hein, à l'époque, c'était comme ça. Puis c'était plus des connaissances puis des gens qui étaient fidèles aussi. Si monsieur Magarde, monsieur Riendo, ça fait la 25e motoneige que je jette chez vous, je peux être sur la liste en premier puis toute l'équipe. Ouais, OK, je vais en parler avec mon père. C'était des négociations qui se faisaient. Là. OK. C'était un petit peu comme ça. C'était peut-être pas tout à fait correct, là, mais... Est-ce qu'il y avait des machines, des modèles X, Pierre, justement, qui étaient seulement pour les courseurs, que vous deviez exiger que les motoneiges soient courus, ou c'était quelqu'un qui achetait ça pour le sentier pouvait l'acheter quand même? Ou? Ouais, tout dépendamment, c'est ça, c'était le représentant qui venait. Il dit, OK, tu as le droit, mettons, à 2 motoneiges. Il faut que tu en gardes une pour toi ou l'autre, tu peux la vendre à qui que tu veux. C'est tout dépendamment. C'était jamais pareil. Il n'y avait pas une politique égale. Puis des fois, je pense que ça pouvait varier. Peut-être Pierre pourrait m'en parler. Les représentants de la Rive-Sud n'étaient pas tout à fait similaires aux représentants de la Rive-Nord. Puis à l'époque, c'était pas coordonné comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus encadré. Là, c'est mieux organisé. Dans le temps, justement, Pierre, tu as raison, c'est que les représentants avaient une quantité X de véhicules à vendre pour leur territoire. Puis, dépendamment de ton approche avec ton représentant, comment ta relation, si t'as faim, tu en avais peut-être un peu plus de tel modèle. Tandis qu'aujourd'hui, c'est les bureaux, c'est la direction qui vont décider du nombre de véhicules que chaque concessionnaire va avoir. Fait que avant, c'était plus un peu, tu sais, émotif. Tandis qu'aujourd'hui, c'est vraiment business. Tu as vendu X nombre de véhicules de montagne, X nombre de véhicules de trail. Tu dois avoir tel pourcentage de ta commande. C'est plus fair aujourd'hui que dans le temps. Ouais, donc, la relation entre le représentant, le concessionnaire et l'acheteur était basée sur une base friendly à l'époque. Exactement. Ça, tantôt, vous disiez il n'y avait pas de fièvre de printemps.
C'est vrai. Puis l'engouement, là, Pierre pourrait en parler, c'était au mois de septembre, quand on savait un nouveau modèle, là, les clients arrivaient, là. Ça a la même passion qu'on l'a vu en février, quand maintenant on vend des fièvres de printemps. Les gens savaient rien, là. Tu sais, on recevait les dépliants, Pierre, quoi, au mois d'août environ, là. Environ, On recevait les dépliants. Donc, au mois de septembre, on savait les véhicules, là, les gens venaient en salle de montre, les gens, c'est là que ça se passait. En fait, ça l'amenait plus les gens en salle de montre. Là. Les gens vont de chez eux regarder sur le web, puis ils vont savoir ce qui s'en vient. Donc, à l'époque, et c'est vrai que ça devait créer une dynamique vraiment différente. Les gens arrivaient chez le concessionnaire, qu'est-ce qui a rentré, qu'est-ce qu'on va avoir l'année prochaine? Oh, wow, OK. Ben, c'est vrai, mais si on parle de la dynamique, c'est aujourd'hui, effectivement, avec l'Internet, tu sais, quand l'embargo tombe au niveau de l'annonce, ben, à ce moment-là, t'as toutes les vidéos du manufacturier qui sortent, t'as le site web, après ça, t'as différents médias qui ont accès à des sneak peeks pour essayer des machines, tout ça. Fait que c'est décortiqué, analysé, puis beaucoup de documentation très, très rapidement versus à l'époque, ben, t'avais pas d'Internet, tu sais, justement, moi puis Pierre Riendo, on s'est parlé hier, mais tu sais, moi, tu sais, à l'époque, c'est ça qui me fait triper encore, puis tu sais, la première fois que je suis rentré dans un concessionnaire skidoo, c'est pas chez vous, malheureusement, mais tu sais, j'étais allé chez, mon père m'avait amené, je restais à Brossard, il m'a amené chez Claude Sainte-Marie à Saint-Hubert, c'était un tout petit concessionnaire, chemin Chambly, à côté du Costco aujourd'hui, là. Mais écoute, je l'ai encore, là. Cassette VHS 93, là. Tu sais, cette cassette-là, là, ça allait pas rouler 1000 fois dans le VHS chez nous. À pas rouler une fois. Écoute, je trippe. Tu sais, je me souviens très bien. Je suis rentré dans le showroom, il y avait un Mac One, il y avait un Formula Plus, il y avait un MX, tout cordé à côté de l'autre, avec les vêtements qui étaient assortis. Tu sais, puis j'avais eu la brochure comme ça. Écoute, je trippe encore. Tu sais, il y avait de quoi de magique, il y avait de quoi de tu sais, le flot d'informations allait moins vite. Mais c'était vraiment une belle époque, là. Je me souviens de ça. J'en ai encore des frissons. Je sais pas si ça paraît quand j'en parle, là, mais ça me fait triper. Mais tu sais, c'est une époque qui est différente aujourd'hui. Fait que, ben, les fièvres du printemps ont commencé quand? Et taureau. Bonne question. Près des années 2000, d'après moi. Ben, c'est Polaris qui avait commencé ça, là, les fameux Snowcheck, là. Ça, c'est Polaris qui a sorti ce marché-là. Moi, je dirais début 2000, dans ce point-là. Ouais, mais il me semble que j'ai vu des pamphlets des ZX qui parlaient de fièvre du printemps. Fait que d'après moi, c'est 99, 19, 2000 dans ce coin-là, là. Ouais, me semble que c'est ça. Excuse, tu as raison, Pierre. Pierre Baudouin est rentré comme président en 1996-97. Oui. Puis c'est là que ça a commencé, on dirait que c'était plus dynamique. Puis il surveillait plus la compétition. Comme à l'époque, c'était Polaris qui s'en venait fort. Arctic 4 était très fort. Fait qu'eux autres, ils voulaient pas perdre le part de marché. Fait qu'ils sont devenus un petit peu plus agressifs. Puis à partir de là, c'est là qu'ils nous ont implanté ça, si on peut dire. Mais là, ça m'amène une autre question. Vous autres, justement, Pigo, on se rappelle justement de cette époque-là, 93, 14, 15. Le Polaris Storm, le Thundercat, le VMAX 4. C'est comment la concurrence à l'époque a poussé Bombardier, Skidoo va être meilleur? Ben, il n'y a pas le choix parce qu'on était tout le temps deuxième dans cette année-là. Autant on parle de suspension 10 pouces, autant on parle, mettons, des moteurs 3 cylindres. Tu sais, les clients, ben, ils arrivaient au garage, mais je le sais que la part du temps, souvent, on l'échappait, ils allaient chercher justement un Polaris parce qu'il y avait le Storm, puis il y avait les 650. On en avait juste nos 521 dans le temps. Écoute, on était numéro 2, on n'était pas numéro 1. Là. Fait qu'il fallait travailler très, très fort dans le magasin pour garder ces gens-là. Écoute, je me rappelle, chez nous, à côté, il y avait un petit concessionnaire Arctic 4. Dans les années 85, 67, ils vendaient autant de véhicules que nous autres, là. Ils vendaient des Wildcats, puis des El Tigre, puis tout ça, puis des Cougars. C'était très populaire. Hein. Pierre, qu'est-ce qui faisait le plus mal? C'était les suspensions ou c'était les moteurs? Je dirais les deux. Les deux? Parce que je pense, cylindrée par cylindrée, avec le Rotax, je pense que vous étiez compétitif, mais je pense que la compétition offrait des plus grosses cylindrées, donc plus de chevaux. OK. Puis les moteurs 3 cylindres, c'était une mode que Polaris avait parti. C'était la douceur, le son. Fait que les gens disaient, vous n'avez pas de 3 cylindres, nous autres? Non, on n'en avait pas. Puis nos suspensions aussi, c'est sûr que dans le temps, Polaris, il y avait une longueur d'avance sur nous autres. Là. En fait, c'est pas les conditions qu'on a aujourd'hui, mettons.
Non, puis j'ai tout le temps dit, je le sais qu'au niveau de la suspension, Polaris peut-être était à l'époque un petit peu plus supérieur, mais je pense que, puis corrigez-moi si je me trompe, mais dans les années 90 où on avait les PRS, c'était des machines qui étaient faites pour la tenue de route puis pour l'ovale dans cette mentalité-là. Et puis, quand les sentiers étaient endommagés, je pense que c'est là qu'on perdait. Ouais. Là. T'as pas là. Absolument, Mm. absolument, absolument. Mais C'est ça. qu'est-ce qui était le fun, c'est que il y avait du challenge avec le client. C'est là que tu voyais tes atouts vraiment de vendeur, de concessionnaire, d'y vendre à ce client-là. Aujourd'hui, on est numéro 1, on a un super produit. T'es fin avec le gars, tu lui fais un bon deal, t'as des grosses chances que tu travailles pas fort pour que tu vas y vendre. Là. Dans le temps, c'était pas ça. Il fallait travailler très, très fort pour y vendre. Exactement. Puis à l'époque aussi, ben, tu sais, quand je parlais tantôt, Pierre Baudouin est arrivé en 1996. Puis il y avait Denis Lapointe, je sais pas si tu te souviens, Oui, Pierre, c'est le qui est designer. arrivé. Puis Pierre Lapointe, Denis Lapointe, excuse, Lapointe. il avait été engagé par Pierre Baudouin pour faire les Sea-Doo. Ça avait bien été. Puis quand il a vu le résultat, il a dit « Hey, tu t'en viens dans mon motoneige, toi. » Puis c'est là, à partir de là, que lui a travaillé pour avoir le Rave. Puis ça l'a fait une grosse évolution. Là, c'est là qu'on est devenu de plus en plus compétitif avec la compétition. Puis même, on est devenu numéro 1 par après. On n'a jamais, en tout cas, au mois de Chaddubois, je pense qu'on n'a jamais rebaissé. Mais on pourrait dire, Pierre, que quand BRP a été formé, c'est là que tout a propulsé vers le positif. Là. Exact. Ouais. Est-ce que l'arrivée du rêve, est-ce que ça vous a fait peur parce qu'on a changé là, de philosophie complète? Comment a été perçu là, au niveau des concessionnaires l'arrivée du rêve? Est-ce qu'il y avait une crainte ou Du tout. Au contraire, puis BRP, là, ils ont été vraiment, vraiment sans coche. Point de vue essai, on a eu un véhicule pendant à peu près 4-5 jours. Chaque concessionnaire avait pendant 4-5 jours. Fait que le véhicule n'arrêtait pas du matin jusqu'au soir. Ça a fait que nos ventes ont explosé. Fait que les gens qui étaient craintifs, suite à l'essai, ils en voulaient un. OK. Ouais, c'est ça. Oui, vas-y, Pierre. Vas-y. OK, parce qu'à l'époque, moi, je faisais du motocross, puis la BRP nous avait invités, puis corrige-moi, Pierre, il me semble que c'était dans votre région. On avait une journée concessionnaire, puis c'était plein de boss. Oui. Moi, je voulais plus débarquer là-dessus, là, je capotais. Là. Le représentant, je me souviens pas, je pense que c'était justement celui qu'on parlait tantôt, Guillaume Ferlet. Hey, viens ici. Non, je continue. Puis, non, c'était vrai vraiment... parce que c'était dans les années de ZX puis des CK3, hein, ça, c'était comme Exactement. Ah oui. Exactement. C'est ça. Mais tranche de vie au niveau du Rev, vous me connaissez, je suis un très, très grand fan de skidoo. C'est même moi, à l'époque, la première fois que j'ai vu le Rev, je pense que je suis allé le voir dans un centre d'achat à Repentigny. Il était exposé là. Puis, la fois que je l'ai vu, j'étais comme, OK. Mais c'est vraiment quand tu l'essaies, quand tu l'as essayé. Exact. Que là, tu voyais vraiment l'évolution, l'ergonomie de conduite, la position de conduite avancée qui a vraiment fait une différence. On est habitué de conduire des PRS, des châssis F. Toi, Hugo, je pense que tu as eu un ZX aussi, mais c'est un changement de paradigme énorme. Fait que c'est sûr que la première fois, tu trouves ça un petit peu bizarre, mais au niveau technique, au niveau ingénierie, c'est une très grosse évolution. Puis même, Hugo, j'ai sorti mon Blair Morgan cette année, puis il y a une très grosse différence entre le Rev de première génération et la cinquième itération. Mais, ça a vraiment changé l'industrie pour le mieux, là. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'au niveau clientèle, moi, j'ai eu une réaction. Mais je peux comprendre, même je pense à l'interne de chez BRP, là, je suis pas convaincu que il y a eu, je suis convaincu, il y a eu beaucoup de discussions avant de lancer le produit parce que évidemment, c'est un changement de paradigme énorme. Oui, puis c'est drôle parce que je pense que vous n'avez vendu tellement. Tu prends l'exemple du Magz 2003, la dernière année, là. Il n'est pratiquement pas vendu. Pourtant, c'était la motoneige qui était de puissance à l'époque. Les gens optaient pour des 600 et pour des 800 dans le châssis Rêve. Là. En fait, ça a créé une rareté. Là. Le Magz 2003, c'est une je pense qu'il en a vendu comme 150 peut-être. Est-ce que je me trompe, Jean-François? C'est pas énorme, là. C'est une norme limitée, là. En fait, en avez-vous vendu un Magz 2003 ou vous n'en avez pas vendu? Oui. Je me rappelle bien, la dernière année, c'était pas 2005? Il y en a fait 2003 dans le CK3, puis après ça, tu as eu le RT 2005. Oui. Dans le CK3, écoute, je pense que la dernière année, je sais pas si on a vendu 2-3.
Ah, c'est ça. Tout le monde s'est garoché sur Ouais. les rêves. C'est Avez-vous ça. vendu C'est ça. plus de 800 que de 600, vous rappelez-vous, à l'époque? Ou, Dans mon cas, c'est 50-50. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais moi, peut-être un petit peu plus de Oui. 600. Parce que le 800, les gens, ils en avaient peur un petit peu. Tu sais, il était fragile, surtout le cylindre du milieu, là, qui était quelqu'un qui faisait pas attention parce que j'avais beau leur expliquer, écoutez, quand tu fais partir ton moteur, oublie pas que les bougies envoient 1800 degrés de chaleur, tu sais. Puis là, il faut que tu laisses le temps à ton piston puis ton ring de prendre son expansion parce que s'il n'y a pas le temps, puis tu te lances ça, c'est sûr, il va saisir. C'est automatique. Là, Le classique. c'était... Oui, c'est un classique, définitivement. Mais tu sais, il y a eu beaucoup d'évolutions. Là. Si on regarde ça là, depuis 59, les années 67, après ça, il y a eu, c'était en 94, le TNT Blizzard, là, qui ont fait 1 million de motoneige. Tu sais, Oui, oui. ça c'était une autre évolution. Après ça, hey, on regarde Blizzard, 7500, 7500, 9500, ça aussi, c'était une autre évolution. Après ça, on a eu les MXZ dans les années 96, puis le Rêve en 2003. Puis en 2000, de mémoire, je pense en 2009, le nouveau Rêve XP, là, Oui. qui avait baissé de 50 livres en plus. C'était une autre évolution, tu sais. On a eu des beaux changements, puis graduels. Par contre, quand on a tombé dans le Rêve, là, c'est là qu'on a tombé en avant de la compétition. Là. Ben, je pense que C'est là qu'on dirait que les autres ont ouais. tous été épurés. Là. Ben, moi, j'ai senti vraiment, tu sais, moi, j'ai senti vraiment chez Skidoo un gros pas aller vers l'avant, tu sais, avec le ZX. Je pense avec les moteurs série 3, le ZX, tu sais, les 2 cylindres, là, avec de grandes cylindrées, avec des suspensions au débattement. Je pense que ça a commencé à faire une très bonne différence dans l'industrie, là. Exact. Dans l'industrie. Là, je veux juste revenir un petit peu en arrière, au point de vue concessionnaire. Tu sais, à l'époque, tu sais, je pense qu'il y avait plus de petits concessionnaires de campagne ou de ville. Tu sais, dans une région, tu sais, moi, Hugo, bon, on vient du même bout, mais tu sais, comme ça arrive sud, tu sais, t'avais, bon, Rien d'au Sport à Varennes, t'avais Claude-Sainte-Marie à Saint-Hubert, tu n'avais un Saint-Jean-sur-Richelieu, tu n'avais t'avais le Roux-Sport à Saint-Damas, t'avais pas le Bellavance. Tu sais, il y avait plusieurs petits concessionnaires avec des petits volumes. Puis, tu sais, c'était quoi la dynamique de l'époque au niveau des concessionnaires? Je veux dire, dans un petit marché, est-ce que la clientèle se promenait beaucoup ou vraiment les gens étaient fidèles à leur concessionnaire ou ou plus leur localité? Dans mon cas, moi, je peux dire que tu avais à peu près 60 de clientèle fidèle, puis tu avais un 30 ou 40 de gens qui faisaient le tour pour avoir le prix, surtout avec le prix de l'échange. Souvent, c'est l'échange qui faisait la différence. Mais je dirais que tu avais un 60 de fidèles. OK, mais est-ce que les gens venaient plus loin? Exemple, tu sais, comme aujourd'hui, mettons, ils vont sur Internet, OK, chez Géraud, je sais pas, t'as un Renegade de 900 turbo, je le veux, tu sais, je vais me déplacer, même si je fais 2 heures de route, je vais y aller. Mais tu sais, à l'époque, quand il n'y avait pas d'Internet, y avait-tu moins de gens de l'extérieur ou c'était Oui, c'est plus local. plus local? Moi aussi, c'était plus local parce que les gens à l'époque, comme on a déjà parlé, tu sais, on restait pris plus souvent que d'autres choses avec les motoneiges, puis brisés souvent. Tu sais, on avait une courroie dans le cou, on avait des bougies dans les poches, on avait des springs dans le sauce en arrière. Puis là, on faisait, quand on avait fait 5, 10 000, à l'époque, on calculait 100 000, puis on n'avait pas brisé. Hey, on était content là, puis on va revirer de bord avant quelque chose qui brise, puis finalement, mais regarde, on y arrivait. Mais c'était ça le sport, c'était comme ça, puis on rentrait dans la maison, ma mère a dit « Hey, va enlever ton seau dans le garage, ça sent le gaz. » À partir de quelle année les motoneiges ont commencé à être plus fiables, là, parce qu'il y a eu une évolution? Là, à partir de quand on a pu dire « OK, on est capable d'aller loin puis revenir ». Moi, je te dirais, quand ils ont sorti le TNT, je ne sais pas, Pierre, si tu es d'accord, le TNT 440, le 340, à cette époque-là, ça a commencé là, à être beaucoup plus fiable. Ça a Donc, dans commencé. les années 75 environ? Ouais, environ. C'est dans le fond les premiers moteurs à valve rotative? Ouais, si on peut dire. Ouais, des RV 76, 77. Ouais, on a ce temps-là, oui, ça a commencé. On était encore avec des moteurs avec des pointes, là, des ruptures de contact. Hein. Ah ouais. C'est sûr que la compétition, souvent, il y avait des modèles avec électroniques. Là. Il y avait cette petite avance-là qui était sur nous autres. Là. Donc, ça a été quoi en Pierre en 81-2 avant qu'on ait des systèmes CDI sur nos véhicules? Exact. C'est ça. Environ, oui. C'est ça.
Excellent. Puis l'autre question que j'ai pour vous, puis là, j'ai eu la chance de mettre la main sur un ancien livre de concessionnaire, là. Mais la publicité, comment ça fonctionnait, là? C'est-tu vous autres qui partez, mettons, avec OK, je vais appeler le Journal du Coin, je vais mettre une petite annonce ou tu sais, puis là, j'ai un cahier, je sais pas si ça vous rappelle les souvenirs, là, si vous le voyez. OK. Cahier Ouais, publicitaire 93 numéro 1, là. Mais tu c'est sais, ça. j'ai un exemple ici, là, tu sais, bon, j'avais la fiche tantôt de produit, mais c'est un exemple. Tu sais, ça disait comment faire une annonce dans le Exact. journal avec des textes, tout ça, là. Mais c'est-tu quelque chose que vous faisiez de vraiment publier dans, je sais pas, dans Ah ben oui. Pierre Généreux, dans le Ah journal ben de oui. Joliette ou je sais pas quoi, là, T'as pour, pas le choix. C'était le seul moyen de publicité qu'on avait dans le temps. Fait que les représentants publicitaires passaient à toutes les semaines au garage. On avait justement ces banners déjà prêts déjà. Puis BRP t'aidait avec la coop qu'on avait sur des véhicules qu'on a encore aujourd'hui. Il fallait apprendre que la coop s'est acceptée, qu'on fallait prendre vraiment la même annonce, mettre juste notre bande, soit Riendo ou Géro ou n'importe OK. qui. Puis avec ça, ils nous payaient 50 de la publicité. On avait un budget, on avait un fonds, comme aujourd'hui, qui OK. était quoi dans le temps, peut-être Pierre, 75 piastres du véhicule qu'on avait de budget Exact. publicitaire. Qui était attitré. Et Même voilà. on allait dans le feuillet paroissial à l'église. Ah ouais? oui. Ouais, mettait ça en bas, puis c'était bon. Ah ouais? C'est Même bon. le curé, il disait, hey, regardez ça, hey, merci, concessionnaire. Ben, t'as-tu Il déjà embarquait. vendu un skidoo sur le perron de l'église? Moi non. Moi non. Oh, ouais. Même on allait passer sur le perron d'église. Jouer des tours au curé. Il trouvait ça drôle. C'est bon. Puis là, tu sais, on rit, mais tu sais, je pense qu'il y a eu des, comme dans la vie d'un concessionnaire, il y a eu des hivers un petit peu moins joyeux, là. J'ai entendu que dans les débuts 80, ça a été une année un peu plus difficile. Puis je sais que BRP vous a aidé aussi à l'époque au niveau, pour être capable de sortir des véhicules qui étaient en inventaire, là, mais, tu sais, autant qu'un hiver fantastique peut être le fun, c'était quoi les stratégies à l'époque, justement, pour, quand ça allait c'était un petit peu moins cool au niveau de l'enneigement, là? Ben, souvent, on avait de l'aide de BRP. Mettons qu'il resterait des inventaires. Ben là, BRP, exemple, dans le temps Skidoo, ben, en Bombardier, voyait que ça va pas d'allure, là. Moi, il y a une année qui m'en a resté en 2001, il m'en a resté 75. Fait que ils nous ont fait un plan de financement. Ils ont refinancé nos véhicules, ils nous ont payé de l'intérêt. Dans le fond, ils ont un réseau à supporter. Puis comme tu dis tout le temps, on est ensemble dans une business ensemble. Fait que quand ça va bien, bravo. Quand ça va pas bien, mais c'est là que tu vois que le manufacturier, un bon manufacturier va mettre ses culottes puis va t'aider. Puis là-dessus, en tout cas, moi, dans mon cas, BRP, j'ai pas à dire, ils ont le temps à supporter. Oui, exact. Je Excellent. sais pas si tu te souviens aussi, Pierre, à l'époque, dans les années, je vois de mémoire, 80, 81, 82, on n'avait pas eu de neige, puis l'essence avait monté en flèche. Puis il faisait un modèle, si tu achetais un modèle neuf, mettons un exemple à 5 000, le deuxième, il était à moitié prix. Exactement. Fait que là, ça en a amené un autre, mettons ton ami, un autre client, un autre dynamique. Puis là, ça a comme reparti, ça a donné un élan. Puis ils ont produit des meilleurs produits aussi au fur et à mesure. Puis là, ça a comme C'était dans les années redécollé. des bizarres 2005, ça, que c'était arrivé, cette situation-là, qui faisait un... Mais imagine Hugo, si on l'avoir su, tu sais, sachant qu'aujourd'hui, c'est un investissement, là, on aurait acheté des bizarres. on aurait stocké une coupe. Excellent. Puis on peut dire que Pierre, que la business, là, année modèle 84, c'est là qu'il y a eu une remontée, là. Oui, oui. Parce que 80-81, nous autres, à Saint-Jean-de-Maton, en 80, on n'a pas eu de sentier, là. Il n'y a pas de neige. C'est ça. Taux d'intérêt. Même en 80 ou 81, je me souviens pas, on avait vendu juste 5 motoneiges neuves dans l'année. Absolument. C'était dramatique. Là. Il n'y a pas d'acheteur. Non. Il faut les donner, tu les auras pas vendus. Exact. Aïe, aïe, aïe. Puis ça, c'est l'époque que le taux d'intérêt était quoi, à 20 l'hypothèque de maison en dans plus, ce temps? Oui, exactement. Même, c'est moi qui faisais les contrats, puis je l'écrivais en petit pour que le gars le voie. Parce que c'est incroyable. C'était épeurant, ça. Puis on s'entend que c'est là aussi qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui ont abandonné. La dernière vague d'abandon, on s'est passé là entre 80 et 83. Exact. Oui. Je pense que d'un point de vue business aussi, tu sais, à l'époque, je me souviens, il y avait juste Skidoo au niveau de BRP, il y avait eu Sido à l'époque, là. Il y a un certain temps, je pense est-ce que l'arrivée du VTT ou des autres gammes de produits vous ont aidé justement au niveau tu sais, mettons de lisser le business là, au niveau
au niveau des Beaucoup. activités? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça permettait à des concessionnaires, mettons comme dans notre cas, on faisait de la marine puis du jardin pelouse, mais on n'avait pas de VTT, on n'avait pas de ligne. Quand ça allait arriver, le VTT, ça nous a donné un maudit bon coup de pouce. Ouais. On a peut-être arrivé un petit peu tard. Là. C'est sûr que les concessionnaires ont eu des véhicules quelques années avant, ça aurait été mieux, mais dans l'ensemble, ça a été très, très, très bon. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, hein, on est numéro 1. Effectivement, puis je pense que Can-Am va extrêmement bien aussi. Là, fait Oui. que ça l'aide l'industrie Oui. grandement. Là. Exact. Puis je sais pas si tu te souviens aussi, Pierre, c'est quand il a introduit Sea-Doo. Ça aussi, ça nous a donné un bon élan. Parce que les motoneiges Skidoo, c'est Skidoo puis Sea-Doo, mais veut pas, parce que il avait déjà essayé en 68, 69, Ouais. je sais pas si tu te souviens. Oui, je me rappelle. Puis ça a pas fonctionné, Non. même ça l'explosait, puis il n'y avait pas d'expérience là-dedans. Puis on a décidé de mettre ça de côté. Puis 20 ans plus tard, avec Pierre Baudouin, en 88, 89, 88, ouais. c'est ça, il a ressorti ça, puis c'était un succès phénoménal, pas juste au Canada, surtout aux États-Unis. Tu sais, les Sea-Doo 69, là, c'est certain qu'ils n'étaient pas neufs, là, mais un de mes chums, puis moi, on en avait un, puis à chaque fois qu'on l'utilisait, on amenait notre rame. Puis on l'utilisait. Ah, c'est ça, Il faut exact. dire qu'il n'était pas neuf en plus, là, tu sais, il y avait déjà peut-être... écoute, ça. ça date de longtemps. Il y avait peut-être déjà 20-25 ans, le Sea-Doo, quand on l'utilisait, mais oui, on se traînait des cordes puis des rames là, au cas où. C'est plus ça aujourd'hui. C'est ça, c'était l'aventure. Oui, c'était l'aventure. En parlant d'aventure, ma prochaine question, là, c'est mettons, je vous transpose mettons, je sais pas, en 94. Une belle fin de semaine du mois de janvier, là, les sentiers sont tout ouverts, tout le monde roule, il fait beau soleil. Là. Il se passait quoi le lundi matin chez Rien d'au Sport ou chez Motoneige? C'était le line-up. Le lundi matin, là, mon père, tout ça, il nous avertissait, les gars, il faut rentrer à 7 heures parce qu'on rouvrait à 8 heures, puis là, c'était le line-up. C'était le line-up. Puis je suis content que tu amènes ce point-là parce que même, je me souviens, même les samedis, OK, il y avait du monde, là, jusque dehors qui attendait pour venir chercher des pièces, des courroies, des bougies, tout ça. Puis mon père, lui, c'était un gars de la construction. De midi à 1 heure, il fermait le magasin. Là, il disait, tout le monde dehors. Hey, le monde, ça sortait. Ça s'en allait s'asseoir dans son char. Puis là, je disais, Père, mange vite, viens-t'en, il y a du monde qui attend. On va ouvrir à 1 heure. On rouvrait à 1 heure, tout le monde se mettait en ligne. Puis personne ne disait un mot. Puis quoi, en tout cas, c'était toute une autre époque. On disait de quoi. C'est complètement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne sais pas le client tout de suite. Il revient d'abord ou il commence Internet. C'était une autre dimension. Complètement. Complètement. Je ne sais pas si c'était chez comme toi, Pierre, mais moi, c'était plus dans les années 70, par exemple, à l'époque. Ouais, ben, tu sais que nous autres, on fermait pas ce lundi midi. Là, on pouvait pas fermer parce que souvent, les gens, c'est là qui venaient chercher justement les pièces, les choses de genre. Là. Mais oui, comme le lundi matin, là, puis encore là, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, là, mais c'est encore l'engouement le lundi matin. Le client, il apporte son véhicule le lundi parce que toi, ta job en tant que dealer, c'est que tu lui promets que tu vas y livrer pour le vendredi. Exact. Puis à l'époque, c'était pire. Parce que... C'est ça. Puis moi, à l'époque, je sais pas toi si tu as connu ça, Pierre. Moi, j'avais des clients, mettons le monsieur et la madame qui avaient le motoneige, là. Puis là, ils me regardaient dans les yeux, là. Pierre, là, oublie pas, là, j'en ai besoin vendredi midi. Tout est réservé, tout le kit. Puis le même client, mettons, il y avait deux motomarines ou 2 motos. Il venait porter les motomarines. Mais qu'ils soient prêts, tu m'appelleras. Tu sais, c'était un autre. C'est la même personne. Là. L'émotion là, était complètement différente. Mais c'est sûr, la fenêtre de l'hiver, c'est pas long. C'est entre 2, 3, 4, 5 mois, tout dépendamment. Là. Mais il voulait sa motoneige. C'est là que ça me prend ça. Puis il n'y avait pas de joke à faire là. C'était sérieux. Ça m'apprend. Puis aujourd'hui, c'est encore comme ça. Ah ouais. Les motoneigistes, c'est encore la même chose. Comme qu'on dit souvent dans notre jargon, un motoneigiste ne te demande pas le prix que ça va coûter, il te demande quand est-ce que je vais l'avoir. Exactement. Puis là, après ça, mais c'est ça, si tu as une facture trop élevée, on va avoir un petit peu de discussion. Là, et voilà. Quand même, mais le premier réflexe, tu as raison, c'est quand on va l'avoir. Mais c'est quand même, effectivement, c'est quand même, tu sais, le window, justement, d'hiver est tellement court que quand tu perds 1-2 week-ends à cause d'une machine qui est brisée, c'est sûr que c'est pas comme l'été, mettons en Spider, je veux dire, tu peux rouler facilement d'avril jusqu'à la fin novembre, là. Fait que, tu sais, c'est pas pareil du tout, là. C'est pas pareil la fenêtre est plus grande, oui, effectivement. Fait que les lundis, c'était pas tranquille.
Non, non, non. C'était incroyable. C'était Ah, facile ben, d'avoir des pièces aussi aujourd'hui, tu sais, vous commandez sur le boss web, les pièces rentrent, je sais pas, plus haut, une journée ou deux, mais c'est dans le temps, c'était-tu même la même rapidité? C'était quoi? C'était-tu je sais pas, moi, un papier carbone que vous envoyez sur un fax? Comment ça marchait là, pour avoir vos pièces? bon, plus d'inventaire, peut-être? Ben, moi, j'ai commencé en 88. À l'époque, on commandait par téléphone à Boucherville. Mhm. Puis 1 an après, les fax sont arrivés, puis là, c'était par fax. Puis après ça, Bossweb est arrivé beaucoup plus tard. Mais moi, je me rappelle qu'on commandait les pièces à Boucherville par téléphone. OK. Ouais. Est-ce Ouais. que vous gardiez plus d'inventaire versus aujourd'hui qu'il y a des gros centres de distribution là, avec des shippings qui sont ultra rapides? Est-ce que l'inventaire gardé il a été le même à l'époque? Oui, parce que dans le fond, là, corrige-moi Pierre, là, mais on avait les pièces rapides, ça traînait pas longtemps. Là. Pareil, OK. Oui, C'est correct. mais par contre, il y avait des pièces rapides BRP, mais peut-être que, je sais pas si tu te souviens, il y avait beaucoup de jobbers comme Souci, puis tout Oui, ça. oui. Eux autres, le monsieur Souci, je me rappelle très bien, mon père lui disait, Monsieur Souci, je veux pas vous voir avant 9 heures au magasin le vendredi soir. Là, il arrivait avec son autobus, il se parquait dans la cour, il attendait que le dernier client vienne, puis là, après ça, on rentrait dans son autobus, puis là, OK, on va prendre des springs, on va prendre des courroies pour compléter notre fin de semaine, parce que si on n'avait pas reçu les pièces de BRP, on ne voulait pas en manquer. Fait qu'on y allait un petit peu dans le jobber. Mais la plupart du temps, à 80-90 c'était des pièces BRP. Original. OK. C'est ça. Ah. OK, c'est pas, à l'époque, c'était pas juste le truc de Snap-on qui était au commerce. Non. Non, non. Puis t'avais, ben, je sais pas si dans ton temps, toi, Pierre, Jean-Pierre Lessard, il a chez vous aussi, de Louisville. Oui, oui. Oui, Ouais. Jean-Pierre, il faisait son gros autobus scolaire, des kits de carburateurs, etc., des filtres à Ouais. gaz, de la hose à gaz. Wow. On passait à l'ambulant là, d'un concessionnaire à l'autre. Exactement. Ouais. Autre temps, autre époque. Et voilà. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Écoute, moi, j'apprends plein de choses aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment cool. Hum. Là, j'ai Parles-tu de la passion, Jean-François, puis les modèles qui. ben, c'est là que je voulais arriver, là. Mettons, là, je vous demande votre top 1, votre top 3, là. Mettons, là, si vous aviez, là, dans toute l'histoire de Skidoo, de ce que vous avez vécu, là, vos 3 modèles favoris, là, qui On étaient parle pas de la plus performante parce que ça va être Non, probablement non, mais le vos motoneige préférés, raide. là. Moi, si mettons, le Safari est là, c'était votre machine préférée, c'est merveilleux, mais c'est quoi les machines les plus marquantes pour vous, là, dans toute l'histoire de Skidoo, là? Ou dans votre véhicule concessionnaire? Mais mettons, jusqu'au rêve, là. Ben, moi, dans mon cas, les 3 machines qui m'ont le plus, qui me font encore vibrer, là, mettons un Blizzard 5005 79, là. Ça, j'adore ce véhicule-là. Là, vous allez peut-être être moins d'accord avec moi, mais un Formula Plus 88, c'est un très beau véhicule. Puis un Macon 93. Moi, je suis super d'accord. Ouais, puis un Macon 93. C'est un des plus beaux véhicules à mon goût à moi, mais tu sais, chaque personne a des goûts différents. C'est ça. Ouais, dans mon cas, à moi, là, tu disais tantôt pas trop de véhicules de performance. Moi, le véhicule que j'ai plus trippé, puis j'étais jeune à l'époque, c'était un 775 TNT 1992. C'était incroyable. C'était 52 forces avec une 92, pas chenille. 92. 112. 112, excuse-moi, ouais. t'as raison, 112. Puis t'avais une chenille, je pense, de 18 pouces. Puis quand on montait les bancs de neige, là, puis je clenchais en montant le banc de neige, de celui qui me suivait en arrière, c'est ceux qui débarquaient de sa motoneige. Ouais, puis Là, ça faisait une vibe de neige en arrière, tu c'était n'avais pas de pad incroyable. nécessairement à ces époques-là en On le arrière. levait, tu sais, on l'accrochait avec Oui, c'est ça. par en haut pour être sûr que ça sorte. Mais même à ça, le pad, il levait quand même. Là, ça avait du torque, c'était incroyable. Les 2 carburateurs, ils touchaient quasiment. Là, c'était un autre temps, une autre époque. Puis le deuxième que j'ai beaucoup apprécié, là, c'était le Formula Plus là, en 1900, de mémoire 95 et demi ou 96. C'était un 600 3 cylindres. Ça, c'était une belle Le machine. Formula Puis en 3. plus, Le j'avais Formula été le 3. chercher. Ouais, le Pardon? Formula Le 3. Formula 3. Formula 3, ouais. Ouais. Puis j'avais été le chercher à Valcourt, parce que j'avais dit au gars, je vais y aller, mais en autant que j'ai le 0001. Fait que finalement, Ah ouais? je l'avais eu. Ouais, Ouais, exact. j'ai déjà posé la question, il l'a pu. Non, je ne l'ai plus. Malheureusement. Puis après ça, mais tu sais, je pense que je m'en vais au rêve. Là, c'était vraiment pour moi là, une évolution. Là, Ouais.
des unités. Puis c'est sûr, en passant, comme on disait tantôt, c'était en 1974, c'est-à-dire le 1 millième Ouais. de motoneige, ça, c'était toute une année chez BRP, chez les concessionnaires, ou le public aussi. Là. Tu sais, on a une compagnie au Québec qui a fait 1 million d'unités. Là. C'est un gros événement. Puis rien d'eau, je sais qu'on a parlé d'une conversation précédente. Là, tu sais, dans les années 70, là, même à Varennes, le volume de machines, ça ressemblait à quoi? Tu me parlais de 500, peux-tu? Ouais, dans les années 69, 70, là, on jouait là-dedans, entre 450 à 550, tout dépendamment de l'année. Là. Ben, c'est Et incroyable. puis, Justement, pour ce qu'on parle de l'époque, ouais, des petits concessionnaires de ville ou de village, là, c'est c'est ça. énorme. Parce qu'à l'époque, comme Pigeon Marine, c'était quelque chose qui vendait comme environ 1000 unités. Là. C'était Mais quand c'était quoi, même Pigeon assez. Marine? C'était où, ça? C'était sur Henri Bourassa à Montréal. Montréal. Il était à ouais. Montréal. Ouais. Lui, c'était un gros concessionnaire de bateaux. Puis il s'est décidé de se lancer là-dedans. Puis il dit, regarde, moi, je vais vous en vendre 1000. Puis effectivement, cette année-là, il a fait de la publicité en conséquence. Tout. Il avait mis beaucoup de choses en place. Puis il l'a réalisé. Là, Y a-tu des sentiers à Montréal dans le temps ou c'était vraiment non, du non. monde qui. Il y avait beaucoup de le remorques. volume de Il population. vendait des remorques, puis des gens, il allait avec des pick-up. Puis des hitches de remorques. Mais tu vas aller, à l'époque, les motoneiges, ça en pesait à peu près, 350 à 400 livres. Les messieurs, c'était pas rare qu'ils arrivaient avec une grosse voiture, ils rouvraient la valise, puis embarquaient ça dans la valise. Là, c'était pas rare là, qu'on faisait ça. Les gens embarquaient ça dans le valise, ils l'attachaient avec une corde, puis s'en allaient chez eux. J'avais vu des photos de ça, mais je pensais que c'était arrivé comme Ah non, fois, puis moi je l'ai vu, là, je l'ai. Ah ouais, c'était du... définitivement. Ah, OK. Mm. Ça, c'est bon. Écoute, À on l'époque, parlait c'était- des motoneiges là, qui vous ont impressionné au cours des années. Y a-t-il eu des modèles, soit par leur complexité mécanique ou que c'était pas vendeur, il y avait pas preneur? C'est quoi on a parlé des top 3 positifs, mais y a-t-il eu des machines qui ont été plus difficiles pour vous autres, qui étaient difficiles mécaniquement ou qui étaient juste pas vendables là, au cours des années? Ou? Ben, de mon côté, là, dans les années 84, 5, 6, t'avais Yamaha qui avait un phaser. Ils en vendaient énormément. Oui. Fait que Skidoo, ils ont dit, on ne perdra pas ce marché-là. Fait qu'ils ont sorti le fameux Stratos. Ça n'a pas été parfait, disons, là. Il l'avait sorti trop vite, je pense. Ouais, il avait sorti trop vite. Écoute, on a eu 3 ans. On a eu 87, 88, puis ils en vendaient tellement pas qu'en 89, ben, il n'avait pas fait d'autre chose, il n'y avait rien de prêt. Fait qu'il avait changé de nom. Il l'appelait Safari Voyageur à l'époque. Écoute, mais on avait la même machine, ils ont changé des couleurs. Oui, exactement. Il était en gris métallisé avec du jaune. Écoute, on en avait rentré un, puis... tu l'as encore? Non, je l'ai... Gérard content. Gérard m'appelle, il dit, gros, il dit, ah oui, moi, je te le prête, il n'y a pas de problème, viens le chercher, puis ça presse. Fait qu'on n'en a pas vendu un. Non, il y a eu beaucoup de modifications, ce véhicule-là. Il y a eu beaucoup de la rappels. fiabilité aussi, ou seulement parce que c'était le look, c'était compétition avait mieux ailleurs, ou? C'est un doux mélange de tout ça. Problème de chauffage, problème de consommation d'essence. Pesant. Il n'y avait pas vraiment de qualité, ce véhicule-là. Il y avait pas mal plus de défauts. Puis là, dans les bulletins de garantie qu'il fallait qu'on fasse, il fallait percer la cabine. Pour mettre des trappes d'air. Des trappes d'air noires. Percer le garde-poulie, mais on faisait des gros trous dans le garde-poulie. C'est ça. Ça n'a pas été un succès, disons. Dans mon cas, je pense que c'était le pire véhicule. Pierre Riendo, toi? Ouais, ça ressemble à ça pas mal. Parce que le reste, c'était quand même assez... tu sais, honnêtement, ils ne sont pas trompés souvent dans toutes les années ou quoi que ce soit. Par contre, malheureusement, celui-là, ça n'a pas été un succès. Je pense que le pare-brise aussi, à l'époque, là, ça n'avait pas fait l'unanimité. C'était spécial, la forme aussi. Là. C'est ça. Dans le fond, il voulait faire un véhicule un peu futuriste, un peu comme le Phaser. Donc, ça n'a pas levé comme le Phaser, parce qu'il en vendait, il y en a de ces véhicules-là. Il y en vendait beaucoup. Mais un Phaser versus un Escapade ou un Stratos ou un Safari Voyageur, c'est pas mal plus petit. Oui, mais c'était il visait le même marché. Ouais. Skidoo, dans le temps, voulait aller chercher ce marché-là que Yamaha avait beaucoup. Pourtant, aujourd'hui, on les compare, là, puis il y a tellement de différences entre les deux qui fait que c'est quasiment pas comparable. Là.
Mais Jean-François, il va falloir s'en monter un jour. On en parle depuis Ah, longtemps. c'est sûr. Mais tu sais, c'est l'espace, hein, Hugo. Hein, fait que c'est ça. peut-être avec motoneige.tv, là, s'il nous lance le défi, ça pourrait être ça pourrait être Un beau défi. Le prochain, on va le faire à deux, on n'en fera pas deux. Un beau projet, certain. Effectivement. Là, l'autre question que j'ai pour vous, là, au niveau, on a parlé PRS Formula, mais je veux aller au MAXZ. OK? MAXZ, là, je pense que en tout cas, c'est le nom qui fait le plus vibrer chez Skidoo, même si, bon, en 27, il n'y en a pas, là. Le dernier, c'était en 2022. Mais ça a représenté quoi l'arrivée du MAXZ pour vous en 93? Tantôt, on a parlé, on il y avait parlait, le oui, Storm, des 3 cylindres. là, c'était la réponse de Skidoo pour les 3 cylindres. Qu'est-ce que ça représentait pour l'industrie selon vous? Ben, dans mon cas, moi, c'est sûr que c'était un marché niche. Tu sais, c'était vraiment les passionnés qui voulaient avoir ça, tu sais, parce que monsieur, madame, tout le monde, il regardait ça, un 3 cylindres, tu sais. Puis du côté américain, on dirait que Polaris, le timing n'était pas... on n'avait pas un volume assez énorme. Puis à l'époque, je parlais avec les dirigeants de BRP, puis ils disaient qu'il fallait qu'ils produisent 500 unités de chaque modèle pour qu'ils soient rentables. Puis c'est là que c'était difficile parce que nous autres, au Québec, on est des passionnés, on veut avoir de la performance, toute le kit. Puis là, il dit, oui, tu sais, mettons, il dit à Pierre, comment t'en veux? Ben moi, je disais 2. Mettons, Pierre Généreux, il disait 2. Claude Sainte-Marie, 2. Mais là, si on n'arrivait pas au chiffre qu'eux autres avaient besoin, le chiffre magique pour que ça soit rentable puis pouvoir évoluer là-dedans. Mais dans l'ensemble, c'est là qu'ils ont réussi à nous convaincre. Arrêtez de penser performance, c'est juste au Québec que vous pensez à ça. Dans les autres provinces, aux États-Unis, ils sont pas là. Tu sais, ils pensent pas à ça. On n'est pas tout à fait à la même page. Là, tu sais. Fait que moi, j'avais bien de la misère à comprendre ça, mais à force avec les années, mais j'ai bien réalisé que quand ils ont sorti les moteurs 900 cc 3 cylindres, c'est là que on a vu la passion de tout le monde, les familles sont revenues, toute l'équipe, tandis que, tu sais, puis je pense qu'on disait sport, 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 fait que plus qu'on dit sport, plus qu'on pense compétition, tu sais, au lieu de penser loisir, fait que, tu sais, il y avait comme deux créneaux, deux niches différentes, tu sais, ceux qui pensaient loisir, les autres s'en avaient fait dans le motoneige pour le loisir, tandis que quand on vendait le MAXZ, c'était un sport, lui, il voulait dépasser tout le monde, il accrochait des gens qui s'en allaient avec les carrioles, puis, tu sais, il était moins conciliant, mettons, avec les autres. Plus des racers, là. Oui. Exactement. Oui, vas-y, Pierre. Ben, des MAXZ en 93, je me rappelle, moi, je pense qu'on a eu un ou deux, on n'en a pas eu beaucoup. Il y a eu quelques, comme Pierre disait, il y a eu quelques maniaques là, qui en voulaient un, mais il n'y avait pas un gros marché pour nous autres. T'sais, dans mon cas, ici, par contre, terrain plus montagneux que peut-être ça arrive ça, c'est les Formula 3 qu'eux autres, on a eu du volume. OK. Dans le fond, les MAXZ nous ont fait vendre des Formula 3. Ouais. Dans notre cas, nous autres. Ouais. OK. Pourquoi? Parce que le prix moins élevé, une machine un petit peu plus légère que le Formula 3 ou? Le prix, puis je sais pas, peut-être que en 93, quand ils ont sorti le MAXZ, est-ce que les gens étaient prêts pour ce véhicule-là? Tu sais? OK, fait que ça a cheminé, ça a cogité. Ça a cheminé, oui. Ouais. La première année. Il y a c'est ça. Excuse, Pierre, il y a un bon point aussi. Tu sais, nous, ça arrive sud, c'est des cultivateurs, c'est des champs à perte de vue, tu sais. On pouvait vraiment essayer la motoneige, tu sais, puis tu pouvais voir loin, tandis que quand tu vas te promener dans la région de Pierre, c'est des courbes dans le bois, quoi que ce soit. Tu peux pas vraiment utiliser le maximum de la machine. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment en niche. Puis je parlais avec des concessionnaires de Québec. On n'est pas sûr au lac Saint-Jean, à Gaspésie, eux autres oublient ça, là, ils pensaient même pas à ça, MAXZ. Fait que c'était vraiment plus niche, là, si on peut dire, peut-être Rive-Sud. Mais je pense que c'est toi, Pierre Généreux, qui me contait ça, c'est que le marché de MAXZ, c'était Rive-Sud de Montréal, entre Montréal et Québec. Ouais. Puis ça, ça vient de la bouche de José Beaujolais qui me l'avait dit clairement dans une revue. Rideau Sport, Bernier Sport, Sainte-Marie Sport. C'est vraiment ça Rive-Sud. Le volume était ça se à Drummondville aussi, comment il s'appelle? Bill le Racer? Oui, anciennement NC, là? Oui, c'est ça. L'ancien NC, oui, c'est ça. Ouais. Le vrai NC, dans le fond, oui. C'est ça. Il en vendait beaucoup. Fait que la clientèle, c'est une clientèle nichée, une clientèle exigeante. Mais là, moi, j'ai une question. Je vais vous faire une mise en situation. Là. Moi puis Hugo, on a deux MAXZ 96. Là.
Puis moi, le mien, là, il est toujours 2 longueurs en arrière, celui d'Hugo. Je comprends pas. OK? On a la même shape. On clenche pareil, même gaz, même huile. Tout est pareil. Pourquoi que le sien, il est 2 longueurs en avant de moi tout le temps sur le corps de mille? Là, Ben, je me présente chez vous, là. Là, je suis pas content. Mon magasin marche moins que celui d'Hugo. Qu'est-ce que vous répondez aux clients? ben, moi, je te dirais, premièrement, ce qui fait ses tours RPM, première des choses. Oui. Après ça, deuxièmement, la suspension, là-dessus, tu avais un limiteur, là, au niveau de l'angle de suspension pour aller chercher, mettons, plus de transfert de poids, comment il est ajusté. Les poulies, c'est-tu à l'ordre toutes les deux, c'est-tu parfait? Les rames sont-tu cochées? Il y a de quoi de pas normal, tu sais. Souvent, c'est une question d'ajustement au niveau carburation, tu sais, tes carburateurs et tes cotoués sont-ils ouverts correctement? Sont-ils bien synchronisés? On s'entend qu'on parle de finition, là, Ouais, exact. c'est ça. Hum. Ça Fait devient ce que je là, ce que dirais. tu me dis, c'est que les machines qui sortent de la ligne de production sont généralement pas mal égales une à l'autre. Après ça, c'est ce que l'opérateur va faire avec qui va peut-être faire des différences, là. Ouais, puis on s'entend que ça reste des humains, tu sais, qui installent les carburateurs, qui installent le corps à gaz, ils l'ont-tu bien ajouté comme il faut? Ça, c'est la job du Fait qu'il peut concessionnaire avoir des d'ajuster petits ces choses-là, ouais. Mhm. C'est du Ouais, fine-tuning, définition. c'est ça. T'as raison, Pierre, mais là, je pense que la grosse différence, c'est Hugo, je ne sais pas, toi, le client qui l'a eu, quoi que ce soit, comment il a fait son rodage. Ah, Parce ah, que ah, ça, ah. c'est beaucoup. Parce que quand j'ai fait des compétitions, puis moi, mon oncle, il dit, Pierre, faut que tu fasses ton rodage. Je comprenais pas trop à l'époque. Il dit, tu le fais marcher 20 minutes, une demi-heure, t'arrêtes ça complètement. L'idéal, tu le repars dans 2 heures ou le lendemain matin pour que les pistons puis les rings aient pris des expansions puis qu'ils reviennent à leur place. Puis il dit, tu fais ça 3, 4 fois, puis tu vas voir. Puis là, je m'en allais justement dans la cour à la patinoire, puis je m'asseyais avec tout le monde. Puis là, il disait, voyons, rien d'autre. Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu changé tes rampes? T'as-tu changé ci? C'était juste le moteur. Puis c'est sur le dynamomètre, parce que j'avais l'occasion, je faisais des compétitions, on amenait le moteur, puis un moteur qui était rodé, puis un moteur non rodé, tu avais environ entre 5 et 10 de différence. Le Fait que, temps, tu sais, c'est un moteur de 100 forces, de 10 forces, tu sais. Fait que 10 forces, comme tes 2 longueurs, là, qu'il manque, c'est possiblement ça, plus que qu'est-ce que Pierre a dit, tous les petits ajustements, la suspension, des choses comme ça. Par contre, le cœur, la grosse chose, c'est le moteur. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui ou, tu sais, les gens, je pense que, est-ce qu'ils font encore un Non. rodage comme ça ou c'est plus nécessaire? Non, les moteurs 4 temps, faut en faire ça quand même, mais de toute façon, les ordinateurs sont programmés en conséquence. Ben, c'est beaucoup moins fragile qu'un moteur Puis 2 dans temps. le 2 temps d'aujourd'hui, il va shooter plus d'huile pendant un certain temps. Fait Exact. il y a moins, il y aura pas de différence de 10 là, que tu vas gagner ou perdre, là. C'est ça. Mais comme on dit, BRP, on sait payer de moteur. Castor, ils ont mis des protections. des sensors, ça, exactement. Ah, ben, c'est très Hey, en sophistiqué, parlant de moteur, maintenant. Maxell 93, je pense qu'il y avait eu des rappels, hein, je pense, au niveau des moteurs, des pipes. Ils ont pratiquement changé tout l'intérieur, compartiment moteur. Oui. Je me rappelle, Mhm. c'était des clutches, c'était des, voyons, c'était Comète, des, les comètes. Les oui, comètes. c'est Ils ça. appelaient les comètes F1, mais dans le fond, c'est un Oui, connect c'est ça, les F1. Oui, c'est des Exactement. comètes à l'époque. Ouais. Beaucoup de Ouais. problèmes au système de refroidissement aussi. Le véhicule est surchauffé là-dessus, là. On a eu beaucoup de bulletins de garantie là-dessus aussi à faire. 94, ça a mieux été. Plus qu'on évoluait, ben, plus ça allait bien. Le moteur 93, est-ce qu'il était plus performant parce qu'ils ont tous mis des moteurs 94 éventuellement? Est-ce qu'il était plus performant? Moi, je me souviens pas. Je pense peut-être moi, je m'en souviens pas. C'était pas mal similaire, je pense. C'était au niveau de la résistance du moteur puis la fiabilité. C'est là qu'on travaillait beaucoup là, pour... Puis souvent, ces fabricants-là, même si c'est pas BRP, peu importe, c'est que la compétition fait que l'ingénierie est poussée à sortir un produit un petit peu trop rapidement. Les ventes, ils veulent avoir un véhicule, ils veulent aller chez des ventes parce qu'ils perdent des ventes. Puis l'ingénierie va dire, ben, écoute, on n'est pas tout à fait prête encore. Fait que là, c'est la direction qui va décider qu'est-ce qu'on fait. On attend d'avoir un produit parfait ou la pression est trop forte puis on lance sur le marché.
Puis la pression était faite aussi par les concurrents. Absolument. C'est sûr que nous autres, on dit, hey, as-tu vu Yamaha, il vient de sortir ça, Articat vient de sortir ça. Nous autres, on n'a rien. Qu'est-ce que vous faites? Nous aussi, on mettait un petit peu de pression par la force des choses. Oui, quand ils ont sorti le Thundercat 900, vous avez dû faire comme, oh boy, ça ne sera pas facile celle-là pour les amateurs de performance. C'est ça. Les gars faisaient quoi? Ouais, Est-ce qu'ils demeuraient à Skidoo puis modifiaient la motoneige ou ils changeaient de camp? On échappait. On échappait? On échappait, on échappait. Ah ouais. Puis Mais souvent, c'était le fun. À l'époque, c'était concurrentiel. Puis, tu sais, les gens sur le perron d'église, c'est Ça se comptait. expressions, on disait, ça se tirait à pipe. Tu viendras à patinoire, on t'essayer, tu vas voir, avec mon nouveau Thundercat ou mon nouveau... Je me souviens de l'époque, tu sais, Pierre Riendo, tu sais, j'allais des fois chez Pont-Varenne Rive-Sud, là, voir M. Colette, là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais vu le VMAX 4, j'avais vu le Thundercat marcher. J'ai dit, tabarouette, une chance qu'on a un Max-Z, là, mais tu sais, tu parlais d'un 900cc puis un 780, tu sais, la compétition était forte. Les compétitions étaient fortes à l'école. Tu sais, juste pour venir à l'exemple que j'ai donné tantôt, ça arrivait-tu, ce genre de situation-là chez le concessionnaire? Les gens, ils venaient vous questionner sur pourquoi celui de mon chum marchait plus que le mien, là. Ah ben oui. Dans le fond, il ne faudrait jamais que tu vendes 2 véhicules identiques à 2 chums. Le ton, il va mieux que l'autre, tout le temps. Ça, c'est comme les gens qui arrivent chez vous puis ils vont aller acheter 3 véhicules en même temps. Ils vont avoir un prix pour 3. Ça fait tout le temps 1 ou à 2. Ils n'achètent jamais 3. OK. C'est ça. Ouais. Ouais. Non, le mais Max-Z d'aujourd'hui, il avait fait le volume à 93, mais aujourd'hui, tout le monde en veut un. Puis je me souviens, pour en avoir magasiné pendant la COVID, c'était pas achetable. Hugo, il a réussi à en trouver un, là. Mais c'est aujourd'hui, aujourd'hui, autant que peut-être à l'époque, les gens étaient plus raisonnables au niveau de leurs besoins. Je choisis un Formule 3, mais aujourd'hui, quand tu veux collectionner, tu vas voir la machine, machine la plus haute, la plus puissante de l'année. Ce qui m'amène à la prochaine question, c'est quand on a parlé de votre top 3, là, aujourd'hui, là, money is no object, là. Puis c'est quelle machine que vous voulez avoir dans votre garage? Mettons, une seule machine à collectionner, là, ça serait laquelle? Tu veux dire antique ou récente ou? Ben, on va commencer avec antique, là, mais tu peux choisir, tu peux prendre une récente aussi, là, mais mettons une machine de collection, là, une collection qui va rester sur la tablette, là, ou que vous utilisez une fois de temps en temps, ça serait laquelle? Ben, dans mon cas, ça serait un Blizzard 7500. Moi, dans mon cas, je commencerai avec le TNT 440 en 74. Là. Ça a été pour moi là, magique. Toute la publicité qu'ils ont fait alentour de ça, la millionième machine. Pour moi, là, ça serait... Puis c'est drôle à dire, la deuxième, proche, là, ça serait un Élite. Moi, l'Élite, là, j'ai tout le temps... Ah ouais, j'ai jamais... J'ai adoré ça. J'ai jamais... Un 2004-5 ou un plus vieux que ça? Les plus récents, là, ceux qui étaient gris à l'époque, 2009, peut-être? 2004-5? 4-5, OK. 4 ou 5, oui. Ben, Mario Côté avait le cours, je pense qu'il y en avait un. Il y en avait un aussi là, dans sa collection. OK. Oui. Ouais, t'étais assis à côté de l'autre, c'était une autre dynamique. Ma conjointe, à l'époque, elle aimait ça. On emmenait le chien, on s'en allait dans le bois, on faisait des feux. Non, pour moi, ça, c'était plus familial, plus magique, tu sais, plus terre à terre. Tu sais, j'avais fait beaucoup de compétitions, j'avais fait le tour un petit peu dans tout ce domaine-là. Là, j'étais rendu à une autre époque, puis ça, pour moi, là, c'était une évolution. Malheureusement, BRP a dû le retirer parce que Polaris, il avait dit qu'il était trop pesant dans les sentiers parce que la loi VHS, je pense, de mémoire, c'est 950 kilos. Puis on dépassait ça, fait que BRP, au lieu d'aller en cours ou quoi que ce soit, ils ont décidé d'arrêter le produit. Ouais. Mais est-ce qu'on peut quand même les conduire en sentier, même si on était... Oui, absolument. Absolument. Puis en dernier, Pierre, corrige-moi, parce que le volume, tu n'as plus vraiment là non plus, hein? Oui, c'est ça. Ben, à l'époque, c'était à 25 000 C'est comme de l'argent. Oui, c'est ça. Oui, puis il y avait un moteur de Sidou là-dedans, je pense, un moteur de 150 forces, peux-tu? Oui, il y avait un 1503 là-dedans, un 3 cylindres. 3 cylindres. Exact. Excellent. Puis Hugo, toi, ta machine, si tu en as beaucoup, là, je te pose la question de nos deux invités. Écoute, c'est quelle depuis tantôt, Pierre Généreux, il parle de son Blizzard 79. Moi, j'ai un Motoski 79 là, qui est l'équivalent. Il faut que je le remonte. Puis là, tu me donnes le goût de le remonter. Ben oui. Mais sincèrement, ça a été une de mes machines aussi, là, Pierre Généreux, que
soit un Blizzard ou un motoski. Là, le mien, il est orange, mais c'est la Oui, même mécanique. la Ça, même affaire. c'est une motoneige qui me tient à cœur. La mienne est à refaire de A à Z. Mais sinon, moi, on tripe beaucoup, moi puis Jean-François, dans les PRS. Mhm. Là, je remonte un MX6, mais je te dirais que j'ai un Mach 1X que là, je pense que je vais remonter de A à Z. Ça serait une de mes motoneiges mythiques à moi. Sinon, mon Mach Z 93, là, en fait, Mhm. le Mach Z 93, parce que c'est un petit peu plus confortable qu'un PRS, puis ça reste une motoneige antique, là. Fait qu'on a un petit peu des deux dessus, là. Fait que je te dirais que ça serait ça pour Ouais. moi, JF, de ton côté. Ben, c'est quand même incroyable, tu sais, genre, je t'écoute, Hugo, là, le Ouais. méchant beau problème. Quel motoneige j'ai choisi en premier de remonter entre un MXX, entre un Mach 1X et un Mach Z 93? Je sais pas, il me semble qu'il Ouais, y a bien des problèmes d'accord. plus plates que Ben, ça tu dans sais, j'ai été chanceux parce que j'ai cherché depuis longtemps avant que les prix skyrocket, là, j'avais commencé à acheter des motoneiges. En fait, ce qui m'a permis d'acheter plusieurs motoneiges antiques, là, un petit peu plus spéciales, c'est que je les ai achetés ils étaient pas fonctionnels ou étaient en mauvaise condition. Parce que Mhm. quand tu les achètes remontés, là, comme on parlait de Pierre Généreux, c'est 10 000 un beau, Mhm. 1905, 1979. Moi, à l'époque, j'ai acheté ces motoneiges-là pour 500 $, 600 $. Oui, je Mhm. vais avoir peut-être à mettre un 3000 dessus, mais le 3000, il va me revenir peut-être à 4000 avec l'achat, donc je suis encore dedans, là. Fait que Mhm. j'ai été chanceux, là. En fait, c'est Guy Bellavance, hein, qui m'avait conseillé. À l'époque, Guy, je cherchais des Blizzards puis des RV à collectionner, puis il Mhm. m'avait dit, il est trop tard. Il dit, oublie les Blizzards, oublie les RV, il est déjà trop tard. Commence à rechercher des PRS ou Mhm. des F2000, des Mag Z. Sur le coup, en fait, je l'ai pas assez écouté, là. J'aurais dû plus l'écouter. Puis j'ai commencé à acheter ces modèles-là. Puis aujourd'hui, j'en suis reconnaissant, là. J'ai des belles machines rares, des lots serial number que je vais remonter tranquillement, là. Fait que, Mhm. toi, Jean-François? Ben, moi, je l'ai déjà, là. C'est mon Mach 1 93. Pour moi, c'est la plus belle machine de toutes. Ouais, qui est L'année qui m'a propre. marqué, l'année qui me donne, l'année où je tombe en amour avec Skidoo. Mais tu sais, il y en a tellement, là, je veux dire, mais c'est. En tout cas, pour moi, c'est un de mes deux fils qui va la ramasser quand je vais être vieux, là, mais c'est sûr Ça qu'elle laisse pas partir. partirait pas de la maison, mais tu sais, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, là, mais Mhm. 93. Si j'avais une machine à avoir, c'est une Mac One 93. Ça, c'est clair. Puis si j'étais capable de la descendre dans le sous-sol, là, puis l'avoir dans mon bureau, ben, je pense que je le Ouais. ferais, là, mais disons que c'est un peu difficile. Euh, Là, le temps avance, là, mais j'ai une autre petite question pour vous. Y a-t-il quelque chose qui se faisait à l'époque, mettons, au niveau des motoneiges antiques, qui devrait se faire encore aujourd'hui? Qui se fait plus dans l'industrie, mais qui devrait se faire encore aujourd'hui? Ça nous prendrait, en tout cas, moi, dans mon cas, là, la nostalgie, ça nous prendrait un petit véhicule. OK. Abordable, un cylindre, un peu comme dans le temps du Tundra qu'on avait, les anciens Tundra, là, les 253, là. Mhm. Il y aurait un marché énorme, sauf que j'imagine que c'est le coût de fabrication qui serait au prix d'une grosse motoneige, j'imagine. Mais tu sais, on a de quoi de basic, là, de quoi pour le chalet, de quoi pour la petite famille là, qui veut le prendre dans le bois autour de la maison. Tu sais. Une petite On va station, quelque chose comme une ça, petite là. station qui a une chenille plus longue. Là. Mhm. Tu sais, un genre d'élan, mais un élan 2026, exemple. OK. C'est ça. C'est ça, je m'en allais dire, un petit modèle élan. Ouais, Je n'ai tellement vendu des petits élans à l'époque, puis les gens étaient contents, puis ça ouais. flottait dans la neige, puis tu peux faire un petit peu de sentier, un petit peu d'hors sentier. C'est léger, si tu respires, ça se déprend facilement. Tu peux embarquer un enfant, tu sais, c'est abordable, là, ouais. C'est Parce une que bonne. le problème qu'on vit dans l'industrie de la motoneige, c'est que tous nos clients ils ont tous les cheveux gris. Ah, Mhm. Puis OK. le défi, c'est d'aller chercher une Je m'en vais nouvelle un peu. une clientèle jeune. Ces gens-là, on les a pas vraiment, là. Fait Mhm. qu'avoir un véhicule vraiment, tu sais, BRP, ils font des affaires avec le MXL Neo. Ça Ouais, le lève pas Néo. comme qu'on voudrait que ça lève, mais l'objectif, c'est ça, c'est d'aller chercher ces nouveaux clients-là. Mhm. Avoir un véhicule vraiment friendly, bas de gamme pour donner la piqûre aux gens. Parce que, tu sais, nous, chez nous, on loue des motoneiges, puis je te dirais que sur 100 locations, ben, il y a 1 ou 2 clients qui vont en acheter un. Mhm. OK. Que si on louera pas de véhicule, peut-être ces gens-là n'achèteraient pas, puis ils ne sauraient pas c'est quoi. Tu sais, le plaisir que ça, tu Hmm. sais, le plaisir d'une motoneige, ça se calcule pas, là.
Ça se compte pas. Ah, c'est tellement le fun. Et Tellement pour le ça, fun. il faut l'indiquer aux gens, il faut Ouais. il faut Ouais, je pense provoquer que ces le gens-là. fait d'être plus familial, puis tu sais, on avait parlé dans le dernier podcast, Jean-François. Moi, je me rappelle là, quand on en faisait dans les années 90, puis dans le festival de Valcourt, là, c'était pas tout le temps joli, là. C'était pas familial, là. C'était des racers là, qui avaient le couteau entre les dents, puis si on parlait d'alcool, là, c'était pas tout le temps là, là. Puis Non. notre dernière randonnée qu'on a faite cette année, Jean-François, j'en revenais pas. C'était rendu des activités familiales où est-ce qu'il y avait des gens qui se rendaient à un endroit spécifique pour passer du temps dans des chalets, des choses comme ça. Fait que j'ai trouvé ça génial, Jean-François. Puis peut-être ces petites machines-là pourraient ramener ça, ramener justement ceux qui ont moins de cheveux gris, là. Je parle pas de nous autres, là. Je commence à en avoir. C'est peut-être pas fou, ça. C'est peut-être pas fou C'est ça. ramener ça, là. Ouais. Tu sais, Ouais, l'époque moi, d'hier je vais vous des... lancer sur un sujet, tu sais, au niveau de. Moi, puis j'en parle souvent, mais à nos amis de BRP, là. Attendez, je le lis ici. Mais moi, ce que j'aimais à l'époque qui existait, c'était vraiment les vêtements sortis, là. Tu sais, T'as pris bonne je sais année. pas si. Tu sais, exemple, mettons, tu avais un Mac Z, là, ou tu avais un Mac One, là, puis tu avais le suit Mac One. Tu sais, quand tu rentrais dans un relais, j'ai l'impression que les gens, OK, lui, c'est un gars de performance, tu sais. Mais de pouvoir s'identifier à la machine, puis je sais qu'avec le 20e anniversaire, maintenant, tu vas avoir un jersey, tu as des t-shirts, tout ça, casquette. Mais tu sais, à l'époque, tu avais vraiment le saut de quelle est ta machine. Fait que peut-être au niveau de l'inventaire, c'est sûr que bon, peut-être que tu restais pris avec certains modèles, mais tu sais, au niveau de l'identité, l'appartenance, pour moi, c'était marquant, là. Aujourd'hui, c'est plus générique. Oui. Mais moi, c'est quelque chose de l'époque que je trouvais vraiment cool, là. Tu sais, aujourd'hui, mais collectionneur, tu vas voir un Mac Z, mais tu vas voir le saut de cuir Mac Z, tu sais. Fait que tu sais, c'est comme, c'est un tout, là. C'est un tout, là. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, là, mais pour moi, c'est Ben, quelque chose. c'est un petit, dans notre cas, c'est un petit marché, là. C'est vraiment un petit marché, là. Souvent, tu restes appris au printemps avec justement ces vêtements-là, là. OK. Tu sais, le client changeait de véhicule là, pratiquement tous les ans, tous les 2 ans. Fait qu'il voulait un ensemble plus neutre. OK. Ça fait qu'il change son saut son ensemble de modèles à toutes les années. Fait que dans mon cas, non, ça. Pour un collectionneur, oui, mais pour un vendeur de vêtements, un détaillant de vêtements, moi, je te dirais non. OK. OK. Ou sinon, faut que tu ailles vraiment une grosse boutique, là. Ouais. Tu sais, pour vraiment avoir tous les articles au complet. Autrement dit, c'est comme tout ou rien. Tu sais, comme nous, à l'époque, on croyait pas vraiment aux vêtements. On en rentrait peut-être un ou deux parce que le représentant il disait « Hey, là, t'as pas le choix, là, faut t'en mettre au moins un en stock. » Puis l'année d'après, on l'avait, on l'avait encore, parce que si on le vendait pas, c'est dans le moment présent, parce qu'il était vraiment en niche à un produit quelconque, avec la couleur et tout. Mais l'année d'après, il avait changé de couleur, fait qu'il était pas, comme on dit, passé date. On le mettait même à 50 puis ça sortait pas du tout, là, tu sais. Tandis que là, mais les vêtements sont plus neutres, sont plus généraux, sont plus performants aussi au niveau chaleur, puis esthétique, puis apparence, c'est complètement différent. Ouais. Mais tu as raison, pour les nostalgiques, le gars qui roulait avec un Mac Z, il avait sa sauce de cuir Mac Z, pantalon en cuir, puis c'était le beau kit. Mais lui, il était en neutre, tu sais, il était en noir. Fait que l'année suivante, s'il changeait de motoneige, mais lui, c'était pas fait. Mais si t'avais, comme, mettons, un Mac Z rouge, avec le soute rouge, mais là, fallait pas que tu manques ton client, parce que sinon, tu restais avec longtemps, là. Pierre, en tout cas, je t'ai peut-être aidé à l'époque parce que je me souviens très bien, un été, j'étais allé à Varennes, à ton magasin, puis je m'étais acheté c'était un nom courant, mais je m'étais acheté puis je l'ai encore, mon saut de Mac 95, je l'avais acheté chez vous, là. Puis c'était en plein été, là. Fait que probablement, c'est un, tu m'as fait quelqu'un chez vous m'a fait un bondé, mais j'ai encore mis cette année quand j'étais allé au Bordeaux à Valcourt, je l'ai mis, fait que. Ah, tu vois. Écoute, un petit peu plus serré. T'avais bien vendu ça, Pierre, t'avais encore. trouvé ton gars. J'ai trouvé mon gars, fait que j'étais déjà client à l'époque. Excellent, messieurs. Écoutez, moi, j'avais juste pour finir le podcast, là, en tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant, mais j'ai quelques questions à rafale. Puis Hugo, je sais pas si tu en as préparé, là, oui, mais j'ai deux, trois petites choses aussi. Deux, trois petites questions. C'est pas stagé, c'est pas des questions pièges, mais juste pour nous remettre dans l'époque, là. C'était quoi Skidoo, le slogan de Skidoo en 93? Chez nous, c'est Skidoo. Oui. Ouais. Nous, c'est Skidoo. Ben, plus que jamais, chez nous, c'est Skidoo, mais en 94, c'était quoi?
94. Oui, ça a changé. C'était pas la nouvelle dimension de la performance, non? À 94. 14. Non. J'ai un blanc. Pas fois tu m'aides. Ouais. Ah, OK. Ah, je vois C'est pas. randonnée. C'est Des motoneige. motoneiges à notre mesure. À votre mesure, oui. à Ah, votre ben mesure. oui. Ouais. OK. Ouais. OK. Ça, c'est Ça bon. va changer. Là, combien de bougies BR9ES t'avais sur ton booking par année dans ces années-là? Moi, chez nous, 2000 chez nous. Ah, facile. 2000 bougies? Oui. Ouais. De ce numéro-là, ouais. Moi, je te dis, moi, j'irais plus à 3000 même. 3000 bougies? Ça en fait. Ouais. Écoute, Ça, j'en ai juste dans le passé la booking, là. moitié juste à moi-même, je pense. Ouais, c'est ça. Puis on vendait ça, les clients au comptoir, on a ça en boîte de 10. Là. Le gars, il en achetait 10. Il n'en achetait pas 2. Ça coûtait combien à l'époque, Pierre, une bougie NBR9ES? Ben quoi, c'était un loss leader, il vendait ça quoi, 2,95, je pense, ça se peut-tu? On Ça, était rendu c'est 5 et quelque chose, mais à l'époque, il me semble que c'était 3 Ouais, piastres. 2,95, on faisait pas d'argent parce que avec ça, tu attirais tes clients chez vous. C'était comme un loss leader. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, là, je sais pas si j'en en vends 50 par hiver. Ah ouais. Ouais. Je pense que j'en ai 60 dans le garage. Bon, tu vois, tu en as plus que nous autres. Moi, je fais des provisions, tu sais, Pierre, il le sait, là, je fais des provisions de ligne à gaz, pièces, tout ça. Là. Moi, je veux dire, pas de niaiseur. Là. Quand je prends mon stock, je suis comme un écureuil, je fais des réserves. Là. Puis combien de litres d'huile d'injection par hiver? Seigneur. Des barils et des barils. Oui. Ça arrivait par baril de 45 gallons, là, puis on avait des pompes le vendredi soir, il fallait que je change de pompe. Ouais. On le vendait en vrac, c'était moins dispendieux pour le client. Exact. OK. De temps en temps, il arrivait un petit égout dans le garage, ça arrivait souvent. C'est ça. Puis le client arrivait avec ses bidons, je ne sais pas si tu te souviens. Exactement. Oui, c'est puis bidon. là, des fois, on dirait que c'était comme une excuse pour venir au commerce. Tu sais, il devait dire à sa femme d'aller chercher de l'huile. Puis là, il les mettait sur le comptoir, puis là, il se mettait à jaser. On lui montrait les autres modèles, toute l'équipe. Puis là, il était parti, puis il avait oublié son bidon d'huile. Ben, écoute, c'est sérieusement, quand je parle de passion, moi, écoute, me transpose en 95-96, là, j'étais étudiant, je tripais skidoo. Avec ma réalité d'étudiant, mais tu sais, aller chez un concessionnaire je vais là pour m'acheter une pinte d'huile, mais passer 3 heures à jaser avec le vendeur ou je m'assire ses machines, puis regarde, écoute, je l'ai faite, là, je veux dire, je m'en excuse aujourd'hui, mais c'est ma réalité, mais tellement que je tripais sa motoneige, là, tu sais. Puis, avis à tous, s'il y a quelqu'un qui a un litre d'huile ou un gallon d'huile des années 90 à vendre, là, j'en cherchais ma collection, là, tu sais, autour avec les couleurs blizzard, là. Oui, ça, je rêve de trouver ça. Si quelqu'un a ça qui traîne dans son garage, là, en bon état, je suis preneur. La pièce la plus vendue à l'époque, c'était quoi? À part les bougies, bien sûr. Que des carburateurs, dans le temps, mettons des kits à chair. Moi, j'irais plus pour les courroies. Ouais, les courroies. Des 570-0414 qui laissent tous les modèles jusqu'à 114. 411, 414. Ouais. C'est facile, dans ce temps-là, tu avais la 411 qui était plus bas de gamme, puis la 414 qui était plus haut de gamme. Tu avais un numéro de pièce. Tu ne peux pas te tromper. C'était facile. Puis ça aussi, ça arrivait à faire des gros bundles. C'est incroyable. À une autre époque. Pas aujourd'hui, si t'en vends-tu encore, c'est rare. Le gars, il n'achète une pour le mettre comme super, mais... Ça dure. Les ventes de courroie, ils ont jeté à près de 80 %, moi, je te dirais. Tu vois. Avant de conclure, Hugo, c'était quoi tes questions? Oui, j'avais une question avec le départ de Yamaha. Qu'est-ce que vous avez vu au niveau des showrooms? Est-ce que Bombardier, est-ce que Skidoo a ramassé la majorité des anciens clients Yamaha ou ça s'est ramassé chez Arctic Cat? Comment vous l'avez vu sur le floor shop? Dans mon cas, on n'a pas vu une grosse différence parce que là, les gens de chez Yamaha, la plupart, ils ont gardé leur véhicule puis qui attendent qu'on ait une direction assistée. Ah, OK. Donc, ils n'ont pas renouvelé parce que Arctic Cat ont encore, je pense, le Thunder 4 dans les grosses cylindries avec la direction assistée. Fait que les gens sont en stand-by présentement. Ils attendent de voir ce que le marché va présenter pour sauter au bord d'une clôture. Oui, dans mon cas, moi, là, les clients, mettons, de ma région qui ont des Yamaha puis que je connais puis qui viennent quand même au garage, là, ils ont tout acheté le dernier Yamaha, dernière de production, puis ils attendent.
OK. Mm. OK. Des collections, des machines de collection éventuelles, là. Oui. Sinon, aujourd'hui, dans toutes les machines, la compétition, y a-t-il une machine que vous craignez, qui vous pensez qu'il va faire un carton, soit par son prix, soit par sa cylindrée, par son type là, d'utilisation? Quelle machine vous pensez que Skidoo a le plus à craindre aujourd'hui? Très bonne question parce qu'on a la gamme la plus complète. Mm. Tu sais, exemple, l'article 4 renaît de ses cendres, c'est parfait, Mhm. mais ils n'ont pas d'utilitaire, tu sais, ils ont pas de ligne complète. On a le meilleur puis le plus beau moteur 4 temps de l'industrie. Oui. Ça, je disais tantôt, c'est facile de vendre des BRP aujourd'hui, là. C'est trop facile. Tu sais, on a Dans une les gamme suspensions, complète, suspension, couleur, moteur, ouais. option. Tu sais, à Mhm. part une direction assistée qui nous manque, là, les clients, là, ils ont tout ce qu'ils veulent. Quand tu choisis ton tableau de bord, ton cadran de vitesse, puis tes suspensions, puis tes couleurs, écoute, on est rendu loin, on est rendu haut. Ouais, la Ah, qualité Puis, de la finition des. J'ai eu la chance là, tu sais, d'aller avec motoneige.ca au Snow Show pendant 10 ans. mhm. Puis euh, au niveau des suspensions, en fait, la suspension, la qualité là, des composantes sont vraiment excellentes. Les moteurs, oui, il y a peut-être des moteurs plus forts ailleurs, mais au niveau de l'ensemble, Skidoo présentement, c'est vrai, comme tu dis, Pierre, c'est peut-être Mm. quand même assez facile à vendre. On parlait tantôt des motoneiges des plus petites motoneiges. Arctic 4 est de retour, et puis Arctic 4, je Mhm. pense qu'ils ont acheté Widescape. C'est oui, comme Mhm. en fait, oui. je vous dirais autant que le Rev est entré en production en 2003, est-ce que le Widescape, ça pourrait être une prochaine tendance pour commencer la motoneige, s'amuser autour du chalet, des choses comme ça? Vous voyez comment que l'arrivée de Widescape et le rachat de Arctic 4 par Widescape vont sûrement faire exploser ça? Ben, d'après moi, c'est une bonne affaire, puis ça va être un nouveau marché. Ça va être des nouveaux clients, Mhm. justement. Ça va être très Mhm. bon. Là, cet hiver, ils ont eu un beau succès, Arctic 4, avec ça, parce qu'ils avaient acheté un lot, quantité assez Oui. énorme de véhicules, puis qu'ils ont fait du dumping, qu'ils ont vendu pas cher, là. C'est une Mhm. machine qui vendait à peu près 10 000 $, ils les vendaient environ 5 000, 5 900. Est-ce que à 10 000 $, ils vont en vendre? Parce qu'on s'entend que Widescape, ils n'ont pas eu un succès énorme. Mhm. C'est parce que c'est le prix qui a fait que là, ils en ont vendu beaucoup. C'est toutes ces questions-là. Peut-être l'incertitude là, du backup un nouveau arrivé sur le marché. Peut-être si c'est au travers de l'article 4, on va gagner une confiance. Là, je ne le sais Oui, pas, mais Mhm. sûrement. Ça, c'est sûr. Ça va donner une bonne crédibilité. Oui. Puis, comme tu disais tantôt, Hugo, moi, c'est sûr, Yamaha, quoi, tu sais, les fabricants qui disparaissent, ça me fait peur un petit peu parce que je voudrais pas que nos ingénieurs à Valco ou de centre de développement, mais regarde, on est rendu numéro 1, puis ils s'assoient sur le laurier, un petit peu comme les voitures américaines qui se produisent présentement. ouais, Là, la tu sais. compétition, c'est Si une la compétition, c'est Ah, bon. c'est C'est ça prend bon de la pour tout le compétition dans monde. l'industrie, puis tu sais, Absolument. autant on peut être fan de Skidoo, Ah, ouais. la compétition est saine, puis elle est nécessaire, justement, puis ça pousse l'OEM, justement, Mm. à se dépasser, puis à offrir des nouveaux produits, puis de les faire de l'innovation. Fait que ça, c'est super Exact. important. Mm. Moi, j'avais deux dernières questions de mes questions en rafale. C'est quoi la première motoneige? Un peu, Pierre Riendo, tu nous parlais un petit peu tantôt, mais la première motoneige que tu as personnellement vendue, là. Peut-être pas que ton père t'a dit close le contrat, là, mais que tu as vendu à un client, là, c'est laquelle? Moi, je me rappelle, la première personnellement, c'était une pièce d'argent en 1973, là, un 340. Là, j'étais étudiant, mais j'avais fini l'école, puis là, je rentrais comme on dit au début, Pierre a sûrement commencé. Moi, j'ai commencé aux pièces. Après ça, je suis allé un petit peu dans la mécanique. Après ça, les vêtements. Après ça, la vente. Tu sais. On faisait un petit peu de tout, là, tu sais. Mais moi, je me souviens très bien, c'était un 340 flèche d'argent. On les appelait. Du client, du nom du client? C'était un monsieur, mais non, il me semble, de mémoire, c'est Guillaume, quelque chose de genre. Il faudrait que je vérifie dans mes archives. C'est un gars de la reine ou? Non, un gars de Sarette. C'est bon. Pierre Généreux de ton côté? Un Citation LS 88. Une Ah. Citation avec un petit Ah, 253. Là. Ouais. Oui. OK. Ouais, le premier. Station, ça, Une belle petite machine, ça. c'était un monocylindre, ça, je pense. Hein? Monocyline, un 253, 249, je l'appelle un type Ouais, 253. Ouais, c'était Ça allait bien, ces véhicules-là. C'est on correct. parlait de petites machines, c'est ça, des Ouais, machines un peu ça. qu'on a plus aujourd'hui. Là. Je pense que Voilà, t'avais dans le pont 108, 114, c'était très Même court. pas 114. Même pas 114, c'était plus court que ça.
Dans la neige, c'était pas la meilleure motoneige, mais c'était tellement léger que c'était correct, tu sais. Ouais. Il me semble que c'était 109 ou 110, que je vois. Peut-être. À partir du devant, je pense qu'ils ont fait le Tundra aussi dans la même base. Exactement. Mais ils ont rallongé. Ouais. Exactement. C'est le même devant de véhicule, c'est le même moteur, c'est le même système d'embrayage, etc. Pare-brise, ça, tout pareil, ouais. En parlant de petite machine, il me semble que j'avais compris dans le passé, il y avait, en tout cas, il y avait, ça se peut-tu, il y a déjà 2 machines expédiées dans le même crate? Oui. Toutes les stations LS, puis les safaris des années 83, 4, 5, 6, 7, c'était un crate double. Il faut que tu les splits en deux pour qu'ils tombent les deux sur les skis, dans le fond. Non. Pas installé, ouais. C'était un kit de 2. Ouais, tu l'ouvrais ça. Ouais, un kit de 2. OK. Puis ça existe ça encore? Avez-vous connaissance qu'il reste une motoneige antique ou de ces années-là encore d'un crate à quelque part? Chez un concessionnaire ou ça se peut pas? Et je te dis pas que ça se peut pas, mais à ma connaissance, moi, je n'en connais pas. Là. Moi, j'ai encore ma 2009, là, mais... Ouais, mais toi, tu as changé de crate 3 fois, là, mais... ouais, je l'ai fait 3 ou 4 fois parce que le soleil endommage le crate. On a un 50e anniversaire Syntec 2009 dans la boîte 9 encore. Ah, neuf, le PDA n'a pas été fait dessus. Non, il n'est pas monté rien. Il y a encore le fond dessus, ouais. Ben, tu penses-tu de la partir un jour ou c'est vraiment... La partie, je penserais pas. L'assemblée, oui. Parce que le gaz dedans, parce qu'il y a un petit peu de gaz dans la tête. Il n'y en a jamais eu? Ben, quand ils partent à l'usine, il n'y a pas un fond de gaz, là? Ouais, un petit fond de gaz, là, mais non, ça se m'énerve pas, là. Est-ce qu'une machine comme ça a plus de valeur encore dans son crate ou remontée? Parce que la crate n'est pas originale, puis le véhicule, il est dehors empilé avec les autres véhicules. Ah, OK. D'après moi, c'est pas si je serais dans un vrai crate d'origine, dans un entrepôt, d'après moi, c'est autre chose. Okay. Dans ce cas-là, je ne penserais pas. Okay. Tu demandais à Luc de le rentrer en dedans. Oui. En fait, si tu la remontes, fais-nous signe à moi puis Jean-François. On va aller faire ça. On va aller faire un petit podcast. Ça va être la fête. Ça va être la fête, oui. Ah, c'est sûr. Fait que, messieurs, écoutez, ça a été, en tout cas, moi, j'ai adoré le podcast aujourd'hui. Ça a été vraiment un moment de nostalgie très, très intense. Tellement de beaux souvenirs. J'ai plein de documentation, mais de pouvoir discuter de ces moments-là avec vous, c'est vraiment un privilège. Là. Fait que merci beaucoup de votre participation. J'espère que vous avez aimé l'expérience, puisque nous autres, on est toujours ouverts à faire plus de podcasts puis de jaser de motoneige antique. Là. Mais disons que ça a été fort intéressant, fort agréable. Peut-être Hugo, je vais te laisser compléter. Là. Ben, en fait, oui, merci à vous pour le temps aujourd'hui. Puis souvent, on parle des motoneiges antiques, de la passion de la motoneige, mais c'est le fun aussi d'avoir un feedback là, des concessionnaires de l'époque pour donner leur point de vue à eux autres. Fait que merci encore une fois à vous. Là. Juste compléter, tu sais, j'ai quand même fait plusieurs années avec motoneige.ca, puis tu sais, Pierre Riendeau, on a travaillé ensemble des essais long terme 2 ans. Je pense que j'ai fait 6 ans avec toi, Pierre Généreux. Tu sais, fait que tu sais, je trouve le fun de vous avoir aujourd'hui de partager ces moments-là avec vous, mais tu sais, à l'époque, je trouvais ça le fun parce que, tu sais, en plus des essais long terme, tu sais, fait des vidéos d'un concessionnaire, tu sais, des vidéos de mécanique, tu sais, on a fait plein de projets ensemble. Fait que je trouve que, tu sais, pour moi, c'est une de nos missions à moi puis Hugo, justement, tu sais, autant qu'on tripe skidoo, mais c'est de partager notre passion. Fait qu'on l'a fait avec vous autres, on l'a fait aujourd'hui, puis ça continue. Fait que je trouve ça super cool, mais dans un contexte qui est différent. Là. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Puis moi, je vous souhaite, tu sais, que Pierre Riendeau, je sais que tu es très impliqué au niveau avec le groupe Content pour les activités, chez les randonnées Spider, ces choses-là. Fait que tu es quand même pas mal actif. Pierre Généreux, toi, toujours au magasin. Fait que t'es une légende dans la Nadière au niveau de la motoneige. Là. Donc, je pense que c'est 2 personnes, comme je l'ai dit au début, 2 légendes de la motoneige là, qui sont très, très, très actives encore. Là. Donc, c'était fun de vous avoir aujourd'hui. Fait que merci beaucoup de votre participation. Puis, on passe un bel été. Puis, on va être patient jusqu'à la prochaine saison de motoneige, mais je pense qu'elle va être vraiment intéressante la prochaine. Excellent. Chacun bonjour. Merci beaucoup encore de l'invitation. Vous êtes bien gentil. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bye bye. Bye tout le monde. Bye.